Vous écoutez un podcast de Splan, média d'investigation indépendant en Bretagne. Bonsoir. Juste un petit mot sur le conseil de développement pour vous expliquer ce qu'on fait là. On n'est pas très connu, mais on est censé s'interroger sur les politiques publiques. Et donc là, on est en plein dans le sujet. On va parler habitat sur le littoral, loi littorale. On va parler zéro artificialisation nette. Pour ce faire, donc, on est reparti de l'enquête de Splan. Peut-être vous pouvez le présenter en deux mots pour commencer. Splan est donc un média breton, c'est un Guingamp, un média d'investigation qui fonctionne grâce à des dons du public. Voilà. Moi, j'aime bien ce modèle économique. Je parle plus souvent du modèle économique de Splan que de ses enquêtes, mais c'est important. Parce qu'on parle de services publics quasiment avec Splan. C'est un modèle qui est financé non pas par ses lecteurs, mais par tous les gens qui considèrent qu'il faut enquêter et publier des enquêtes sur la vie publique, et donc qui est en accès libre et donc que tout le monde peut lire, contrairement à des médias auxquels qu'il faut s'abonner. Voilà. Et donc c'est un média qui a été cofondé notamment par Inès Léraud, par Nicolas Legendre, qui ont réalisé pas mal de travaux sur la Bretagne, mais il y a plein d'autres gens derrière, notamment des pigistes, Raphaël Baldos, Caroline Trouillet, on ne va pas tous les citer, mais il y a beaucoup de participants. C'est un média qui travaille de plus en plus à la fois sur des thématiques liées à l'agriculture. Je crois que Splan s'est fait connaître pour ça essentiellement, mais qui travaille aussi sur l'hôpital, sur l'urbanisme notamment. Voilà, ce qui me parle beaucoup aussi, c'est que c'est un média qui fait des enquêtes assez longues et assez fouillées. Vous parlez dans votre enquête d'un paradoxe breton, en quelque sorte. Plus de béton et moins d'habitants sur le littoral. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà comment vous avez commencé cette enquête ? Qu'est-ce qui a déclenché l'enquête en fin de compte ? Alors, on est vraiment arrivé au sujet selon des axes différents. Il se trouve que moi j'avais déjà fait une enquête sur la loi littorale pour le journal Le Monde, que j'avais commencé tout bêtement parce que je passe des vacances en Bretagne. Moi, je suis parisien, mais je passe des vacances en Bretagne et j'avais vu des maisons se construire et je ne comprenais pas pourquoi elles pouvaient se faire construire parce que j'étais au courant de l'existence de la loi littorale. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé une première enquête. Une enquête que j'ai commencé plutôt sous l'angle légal, en fait. J'ai essayé de voir pourquoi comment ça se fait justement que malgré la loi, des constructions pouvaient se faire. Quant à Denis, il y est arrivé par un autre angle, je vais le laisser. Oui, en fait, on a proposé presque en parallèle la même idée, la même thématique, mais avec des angles différents. Moi, la particularité, c'est que je suis data journaliste. Enfin, j'ai fait longtemps du journalisme classique d'actualité, mais il y a 5-6 ans, j'ai bifurqué vers le... j'ai abandonné l'idée de poser des questions à des gens, à des vrais gens, et poser des questions à des bases de données, à des chiffres, à des tableaux statistiques, et c'est hyper intéressant. Alors déjà parce qu'ils vous contredisent pas, mais aussi parce que on peut les cuisiner assez longuement, on peut réfléchir à la manière dont on va les cuisiner et en extraire des informations intéressantes. Donc voilà, c'est toujours une approche journalistique, mais en fait, moi je prends des bases de données auxquelles tout le monde a accès. D'ailleurs, la plupart des bases de données que je traite, c'est des bases de données ouvertes que vous pouvez télécharger sur Internet sans problème. Et j'arrive avec un angle, c'est généralement une question, et j'essaye de leur faire sortir cette réponse que parfois je n'attends pas. Et en l'occurrence, la question que je proposais de poser avec Splan, c'était une question très naïve, parce que je trouve aussi que les questions naïves sont toujours très fécondes. Ma question naïve, c'était il y a une loi qui empêche de construire sur le littoral, enfin qui en tout cas limite sur les constructions sur le littoral. Donc il n'y a pas de raison qu'en 2023, 2024, on continue encore à construire largement sur le littoral. Donc je suis arrivé très naïvement, d'ailleurs avec une connaissance très minimaliste du sujet. C'était d'ailleurs, je crois, après la lecture de l'article de Jérémy dans Le Monde sur l'artificialisation du littoral breton. Et je me suis dit, je vais traiter le problème via des bases de données. Alors, il y a notamment une base de données qui s'appelle la BD Topo, qui est une base de données gérée par l'IGN, qui est extrêmement précise, avec plusieurs millésimes, c'est-à-dire plusieurs
il y a plusieurs années. Alors, j'ai pris la base de données de 2014 et j'ai commencé par... je simplifie, mais j'ai compté les bâtiments qui étaient dessinés sur la baie des Topos. Je les ai tracés sur une carte et ensuite j'ai fait ce qu'on appelle un buffer techniquement. Et en fait, j'ai fait un petit halo autour. Et je me dis, bah tiens, je vais faire des halos autour de toutes les maisons et puis voir si cette tâche s'est étendue les années suivantes. Donc j'ai fait la même opération en 2024 et puis on s'est dit, bah, là aussi naïvement, voyons comment cette tâche urbaine telle que, là aussi naïvement on l'a définie, parce qu'il y a plein de manières de définir l'urbanisation et la consommation d'espace, comment ça s'est étendu. Et la surprise, c'était évidemment de constater que ça s'étendait, ça continuait de s'étendre, et que ça continuait de s'étendre dans des zones qui ne sont pas censées accueillir de l'urbanisation, ou en tout cas certains types d'urbanisation, et notamment de l'urbanisation, alors je dirais pas de loisirs, mais notamment des résidences secondaires. Voilà. Juste pour vous montrer ce que ça donne une fois qu'on les pose sur une carte, où en fait, donc très, très naïvement, on prend des photos des photos satellites, enfin des photos aériennes plutôt de l'IGN, et on les compare pour identifier ce qui a poussé au fil des années. Et là, ici, on voit en rouge donc toutes les zones sur lesquelles on a construit entre 2014 et 2024, avec plusieurs exemples. Là, on était en Loire-Atlantique tout à l'heure, là, en Ille-et-Vilaine. Et puis, on présente comme ça plusieurs exemples. Mais la particularité de notre travail, c'est que on n'est pas limité par un territoire ou par des limites administratives. Nous, on a décidé de faire cette enquête sur l'ensemble du littoral breton. Alors, pardon, du littoral breton à 5 départements. Et donc, on s'est permis d'aller un peu plus bas en Loire-Atlantique. Et on a défini comme ça notre terrain d'étude, là aussi librement, sans demander leur avis à des élus ou à des collectivités locales. Et on a découpé le littoral en fines bandes. Alors la première bande qui est la plus importante, c'est la bande des 100 mètres, puisque la loi littorale prévoit que des conditions très particulières d'autorisation de construction sur cette bande des 100 mètres. Et puis on a continué. 100, 200 mètres, 200, 500 mètres, 500 mètres, 1 kilomètre, 1 kilomètre, 5 kilomètres. En fait, on a testé comme ça plusieurs bandes pour voir aussi, pour identifier ce que... Enfin, nous, on n'avait pas d'idée précise sur ce qu'était le littoral, d'ailleurs. Et c'est sans doute un débat de fond de géographe. Mais c'est quoi le littoral, concrètement ? Est-ce que c'est être près de la mer ? Mais ça veut dire quoi, être près de la mer ? Il y a la vision vacancier, peut-être, qui est pas inintéressante. Est-ce qu'on prend un logement ou un camping près de la mer quand on est encore à 5 km de la mer ? Je trouve ça... Alors peut-être c'est intéressant de poser la question à Arnaud Le Montagnier sur la question quelle est votre définition du littoral ? Mais pourquoi moi ? Alors, moi, j'ai pas non plus de définition très précise du littoral. Lorsqu'on réfléchit à des documents de planification, on va effectivement se poser la question de où situe cette fameuse limite de la bande des 100 mètres. Et puis, on va aussi regarder ce qu'est la notion d'espace proche du rivage. Parce que il y a cette première bande de 100 mètres sur laquelle il y a eu un principe simple, c'est qu'on n'urbanise pas dans la bande de 100 mètres, en dehors des espaces déjà urbanisés. Et voilà, et cette notion-là n'est pas sans conséquence sur les résultats de vos travaux. Et puis, il y a cette deuxième bande qui est les espaces proches du rivage. Alors là, il n'y a pas d'interdiction formelle de construire dans les espaces proches du rivage, mais il y a un principe qui veut que l'extension de l'urbanisation dans les espaces proches du rivage est limitée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, extension limitée ? Eh bien, ça, quand le législateur l'a écrit le 3 janvier 86, et il n'a pas précisé ce que ça voulait dire, et c'est 40 ans de jurisprudence qui, aujourd'hui, nous permettent de dire déjà ce que c'est que les espaces proches du rivage, parce qu'il a fallu aussi... documenter, enrichir, et ça c'est la jurisprudence qu'il a fait, ce qu'étaient les espaces proches du rivage, et ensuite documenter ce qu'était la notion d'extension limitée de l'urbanisation dans ces espaces-là. Donc moi, dans le travail que j'ai à faire avec les élus, c'est surtout cette notion d'espace proche du rivage qui va avoir son importance, et puis après, on peut être sur une commune qui a un littoral, et pour lequel cette notion ne va s'appliquer que sur une très petite partie du territoire. Et pour autant, eh bien, la loi littorale va s'appliquer sur la totalité de son territoire, avec
le troisième niveau de conséquence, qui est que l'extension de l'urbanisation ne pourra se réaliser qu'en continuité des agglomérations et des villages existants. Et là, troisième effet qui se coule, là aussi, c'était pas défini. Qu'est-ce que c'est qu'une agglomération? Qu'est-ce que c'est qu'un village? 3 janvier 86, personne ne le savait, et 40 ans plus tard, on commence à bien le savoir grâce à des contentieux successifs qui enrichissent la jurisprudence du Conseil d'État. Pour définir une commune littorale, c'est une partie du territoire communal, par exemple, qui est en lien avec de l'eau salée. Vous comprenez bien ça? Moi, je suis, par exemple, Île de Lac. Moi, quand je suis dans une commune littorale, je n'ai pas de plage. J'ai des rivières, et aujourd'hui, parfois, au nord de ma commune, par exemple, je suis à 7 ou 8 km de la mer, d'accord? Elle est soumise à la loi littorale. Par chance, parfois, on a décidé qu'il y avait un moulin qui arrêtait, en gros, la mer Salée, et que la commune qui est juste à côté, qui est peut-être même plus proche de la mer, elle n'est pas commune littorale. Donc, à un moment donné, je l'explique aussi, parce qu'il faut comprendre beaucoup de citoyens qui ne comprennent pas pourquoi, à un moment donné aussi, on a pu construire parfois derrière un petit peu, alors dans ce qu'on appelle le rétro-littoral, mais juste à la commune qui est juste à côté, ils peuvent construire, et eux, ils se disent, mais je suis soumis à la loi littorale, c'est complètement aberrant, je suis dans une dent creuse, et j'ai un terrain qui est juste à côté de chez moi, comment ça se fait que je ne peux pas construire? Et le plus souvent, et ça sera un vrai sujet par rapport après à nos débats, c'est de savoir là aussi, j'ai un terrain, j'ai un jeune qui travaille dans l'entreprise, je sais pas moi, à côté, pourquoi il ne peut pas construire là, alors que je vois construire en effet des maisons? Et il y a un problème à un moment donné qui arrive social, en disant mais pourquoi les gens riches, eux, ils peuvent construire peut-être devant, et moi, je n'ai pas le droit de construire sur la commune où je souhaiterais vivre avec ma famille. Donc là aussi, et si on définit le littoral, moi je le dis à mes étudiants, ils sont là, et merci d'être présents, c'est en fait de l'interface terre-mer, quoi. C'est-à-dire que le littoral aujourd'hui, quand on va aller un peu plus dans les terres, aujourd'hui à 20 km, voire aujourd'hui le centre-Bretagne peut être impacté par cet impact qu'on a sur les littoraux. Et on voit ces jeunes populations, il faudrait avoir des cartes, je vous avez montré, mais si on prenait la carte de la jeunesse, on voit que les jeunes sont de plus en plus loin parce que voilà, c'est le repli par rapport au prix du foncier qui a explosé. Mais ça, vous en parlez très bien aussi dans votre étude. N'anticipons pas trop sur la loi littorale. Moi, j'avais compris que le littoral avait une définition d'une bande côtière de 30 km. Mais si ça n'a aucune valeur légale, pas de souci. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, juste pour compléter, il y a une commune dans le pays des Abers qui a décidé de donner sa bande littorale à son voisin. Elle a dit comme ça, moi je suis plus du littoral. Ce qui est un peu aberrant parce que résultat, la bande, ils ont donné en gros la bande des 100 mètres, mais ça veut dire qu'il y a quand même des espaces proches du rivage qui sont plus protégés. Donc c'est en fait un peu aberrant. mais ça veut dire qu'il y a des communes qui ont réussi, enfin qui ont voulu et qui ont réussi à s'en détacher. Alors, du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre carte? Je suppose que les points orange sont les points d'urbanisation dans la zone littorale telle que vous l'avez définie. Alors, donc ici, les zones grisées sont les zones qui étaient construites en 2014. Alors là aussi, c'est des choix par arbitraire, mais quasiment, parce qu'il y a plein de manières de représenter l'urbanisation. Ici, on représente en gris les zones sur lesquelles il y a des bâtiments, donc avec une espèce d'enveloppe qui permet de lisser un peu tout ça, mais aussi les axes routiers, ils sont en gris. Et donc les zones en rouge, c'est des zones nouvellement construites entre 2014 et 2024. Et les points que vous voyez ici sont des permis de construire qui ont été accordés sur des parcelles qui se situent en dehors de ces zones déjà construites. Donc ce qui permet, en gros ici, d'identifier l'urbanisation qui vient. Même si c'est des permis, des autorisations d'urbanisme qui ne vont pas forcément se traduire par des bâtiments, mais ça permet de visualiser. Alors, très souvent, d'ailleurs, quand on zoome sur les photos satellites, c'est déjà construit, parce que c'est des permis qui ont pu être accordés pour ceux qui sont ici en 2020, parce qu'on peut considérer qu'il y a jusqu'à 5 ans de validité quand on double, c'est ça? C'est 2 ans. Renouvelable? C'est plutôt 4 ans grand maximum, c'est ça? Ouais. Voilà. Donc voilà, ça peut être potentiellement des permis valides. Et donc la zone jaune que vous voyez, c'est la bande des 100 mètres ici. Et comme on le disait tout à l'heure, ça peut aller très profondément dans les terres avec des situations qui peuvent pas être un peu paradoxales. Et puis surtout, espèce de malchance pour le golfe du Morbihan, c'est que c'est mité, on va dire, par les. Voilà. Et donc ça donne ces cas particuliers où il est
La carte a un peu de mal à se rafraîchir. Voilà, tous les points que vous voyez, en tout cas, c'est des permis de construire potentiellement actifs. Qu'est-ce que ça donne sur le Pays de Lorient, du coup ? Je voulais juste poursuivre sur notre méthodologie pour l'enquête. En parallèle de ce travail sur les données, on a aussi voulu s'interroger justement sur ce qui a permis cette urbanisation qui, parfois, sur les cartes, nous paraissait un peu aberrante, ou en tout cas peu en accord avec la loi littorale. Donc, on est allé chercher les documents d'urbanisme, principalement les PLU, PLUI, PLUIH. Et alors, ensuite, encore une fois, on n'est pas spécialiste de la loi littorale. Je pense qu'on a acquis une certaine connaissance maintenant à force d'entraînement. Mais en s'appuyant sur la loi, sur les termes de la loi et sur des petits fascicules qui ont été diffusés par la région Bretagne qui s'appelle le référentiel loi littorale, qui sont extrêmement précieux et très intéressants. Je vous invite à aller les voir si ça aussi le sujet vous intéresse. Et en s'appuyant sur ce fascicule qui présente en fait en grande partie la jurisprudence et donc qui essaye de montrer qu'est-ce qui se fait et qu'est-ce qui se fait pas. Et donc en s'appuyant là-dessus, on a essayé d'analyser tous les PLU du littoral breton et essayer de voir ceux qui nous semblaient dans les clous. Parce que c'est vraiment ça. C'est comme disait très bien Arnaud, les termes de la loi sont très très flous. Le terme de village, par exemple, n'est pas précisé. Le terme de hameau, le terme de qu'est-ce que c'est qu'un secteur urbanisé, par exemple. Qu'est-ce qu'on peut appeler vraiment et qu'est-ce qu'on peut appeler une extension d'urbanisation. C'est-à-dire en fait tous les termes de la loi sont très très flous. Donc sujet à interprétation et donc définis par la longue jurisprudence, 40 ans de jurisprudence maintenant. Donc, en s'appuyant là-dessus, on a essayé de faire de brosser tout ça, et on a aussi regardé ceux qui étaient à jour, parce qu'il y a une série de lois, il y a la loi Elan par exemple, qui a ajouté des choses à la loi littorale. Et donc on a essayé de voir lesquels étaient à jour, lesquels n'étaient pas à jour, lesquels nous semblaient dans les clous, lesquels ne nous semblaient pas dans les clous. Et au début, j'avoue, moi j'avais l'envie de voir aussi, de comparer ça, la carte des PLU avec les actions des associations pour voir un peu comme chez vous savez, les fabricants de médicaments qui essayent de voir avec une zone témoin, une zone pas témoin, est-ce que le médicament marche ou pas, est-ce que ça marche avec des associations qui protègent le littoral ou pas. Ça finalement on n'a pas réussi à le faire, on n'a pas eu le temps, mais donc voilà, de fait on a trouvé quand même qu'il y a une grande majorité des PLU qui sont pas tout à fait dans les clous, avec au minimum 2 ou 3 zones qui sont pour le moins litigieuses ou en tout cas fragiles juridiquement. Enfin, c'est plus question de fragilité. Et constatant cela, et aussi voyant aussi le nombre de permis qui sont accordés, on s'est demandé pourquoi il y a autant de documents d'urbanisme qui nous semblent pour le moins discutables, on va dire ça, disons-le comme ça, et pourquoi il y a autant de permis qui sont aussi accordés et réalisés ensuite, et qui eux aussi sont discutables parce qu'ils ne semblent pas forcément. Et donc on est allé essayer de voir ce qui se passait dans la chaîne de responsabilité finalement, la chaîne de responsabilité d'urbanisme, à la fois sur la validation des documents d'urbanisme, la validation des permis, et en essayant de voir ce qui se passe au niveau du particulier ou du promoteur qui essaye de déposer un permis ou un permis d'aménager ou un permis de construire, et ensuite ce qui se passe au niveau du service d'urbanisme des mairies, qu'est-ce qui se passe ensuite au niveau du contrôle de légalité des services préfectoraux. Voilà, donc on a vraiment essayé de couvrir tout ça, et en analysant aussi les PLU, essayer de voir, parce qu'il y a quand même des PLU qui nous paraissaient vraiment problématiques. Comment on avait réussi à faire passer un PLU aussi problématique finalement ? Comment c'est possible que dans certains endroits, on a ce qu'on appelle des ruptures d'urbanisation. Alors les ruptures d'urbanisation, moi j'aime bien les définir par le moment où on est en voiture, on a le droit de dépasser 50. Voilà, en gros, il y a une rupture d'urbanisation. Souvent, ça va être un bois, ça va être une rivière, ça va être un lit de rivière, ça va être une zone humide, ça va être même un champ ou des choses comme ça. Et ces zones d'urbanisation sont vraiment, dans la loi littorale, les protègent, on n'a pas le droit de les franchir, c'est un peu le mur du son.
Et pourtant, il y a des endroits où on arrive à les franchir, et je voulais voir comment c'était possible. Comment c'est possible aussi qu'on ait des extensions d'urbanisation à des endroits qui nous paraissaient pas forcément très, très sains. Ça veut dire qu'au-delà du travail sur les datas que vous avez fait, vous avez été voir les maires, vous avez été voir les services d'urbanisme, enfin quelques-uns du moins. Quelques-uns du moins. Et on a essayé aussi d'aller contacter les services des préfectures. On n'a pas eu forcément beaucoup de chance, mais on a réussi à contacter quelques personnes qui ont bien voulu nous parler. Dans votre enquête, donc il y a un deuxième terme au paradoxe, c'est que vous voyez ces permis de construire que vous trouvez un petit peu étranges, et vous constatez également en fait qu'il y a moins de population sur la bande littorale. Comment vous avez fait ce constat, et qu'est-ce que vous pouvez en dire? Comment vous quantifiez le problème? On a utilisé les données de l'INSEE, les données du recensement. Alors là, pour le coup, de 2 recensements, celui correspondant à 2014 et de 2020. Et on a regardé un peu les évolutions de population, en sachant que on ne s'est pas trop intéressé aux communes dont les populations stagnaient, parce que, voilà, vous expliqueront très bien, c'est pas parce qu'on construit dans une commune que la population va augmenter de suite, parce qu'il y a un phénomène de distension, je sais pas comment on appelle ça, de la décohabitation, c'est ça, tout simplement une famille, les enfants partent, ils vont s'installer à côté, ils construisent une maison pour les enfants, voilà, donc c'est tout à fait logique, c'est la commune qui vit, quoi, et qui s'étend naturellement. On s'est intéressé vraiment à des cas extrêmes de communes qui construisent massivement, beaucoup plus que d'autres communes, et qui en plus perdent beaucoup d'habitants, et non seulement perdent des habitants, mais en plus ferment des classes, en plus perdent de l'emploi. Et donc ces espèces de caricatures en fait de communes qui sont en train de mourir et de crouler sous le béton. C'est un peu, je trouve, l'image qu'on peut. C'est des communes qui croulent sous le béton, mais sous le béton de résidence secondaire, et des communes qui meurent faute d'avenir, en fait, plus d'activité économique, les gens n'habitent plus là, il n'y a plus d'enfants, et voilà. Et donc ces communes, elles existent. Voilà. Et donc on constate par exemple Plouganou, près de 165 000 mètres carrés de terre consommée entre 2014 et 2020, pour reprendre un peu les mêmes années que sur le recensement. Et dans le même temps, 117 ménages en moins entre les deux recensements. Donc voilà, c'est des situations... Vous diriez que ça concerne à peu près, quelle est la proportion de communes qui sont concernées par ce problème? Alors c'est un nombre vraiment assez minoritaire de communes. Faut garder en tête que, alors peut-être pour restituer un peu globalement, il y a peut-être une précision à apporter, c'est-à-dire que quand on est sur une commune, y compris qui stagne, voire sur une commune qui perd des habitants, on a quand même besoin de construire. Et le premier consommateur de nouveaux logements, les premiers consommateurs, c'est la population d'un territoire, avant même qu'il y ait des installations. Alors, c'est un jeu d'entrée et de sortie, mais en gros, quand vous avez 1000 habitants sur une commune dans une année X, avec 3 habitants par logement, il vous faut 333 logements pour loger ces habitants-là. Les mêmes 1000, quand ils deviennent 2 par logement, vous avez besoin de 500 logements. Donc, juste pour maintenir 1000 habitants, il a fallu construire 167 logements. Et dans les communes qui perdent des habitants, il y a aussi besoin de construire des logements parce qu'il y a ce phénomène de décohabitation. Et puis, il y a par ailleurs les besoins de gens qui n'habitent pas là. Alors, c'est bien, c'est mal. Là, moi, je n'ai pas de jugement de valeur à donner. En tout cas, il y a un article du préambule de la Constitution, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui veut qu'en France, la propriété est un droit inaliénable et qu'on ne peut pas décider à l'avance, et même dans la vie d'un bien, s'il doit être
une résidence secondaire ou une résidence principale. Alors, nuancé un petit peu depuis une loi de novembre 2024 qui a été adoptée par le Parlement pour réguler les locations de courte durée, les meublés de tourisme. Mais en tout cas, dans la vie d'un bien, on ne peut pas toujours maîtriser cette vocation. Et donc, le stock de logements existants, il va petit à petit basculer vers de la résidence secondaire. Et donc, finalement, on va être obligé de construire des logements neufs pour continuer à maintenir la population sur place, même si petit à petit, on la voit diminuer. Donc, faut prendre garde à ne pas assimiler on construit et on perd. Enfin, voilà. Et oui, tout à fait. On a regardé les choses un peu naïvement, et c'est pour ça qu'on essayait de se modérer, parce qu'on en avait discuté aussi avec le Delors à une époque au cours de l'enquête, qui nous avait alerté sur ce phénomène de cohabitation qui impliquait. Donc on a pris vraiment les cas plus extrêmes. Et pourquoi on a fait cette comparaison ? C'est uniquement pour essayer d'apporter une réponse à l'argument qui est le plus souvent avancé par les élus, qui défendent une politique d'urbanisation, d'ouverture, de développement, quoi. Et donc la réponse qui est faite le plus souvent, mais c'est un peu souvent côté des élus qui ont cette espèce d'image du maire bâtisseur, et qui doit rester un maire bâtisseur en continuant à construire sur son... C'est que construire sur sa commune, ça assure le développement. Enfin, en tout cas, c'est dans les très grandes lignes l'argument qui est le plus souvent développé. Et donc là aussi, naïvement, on s'est dit, vérifions si construire, au même titre que construire une autoroute, ça assure le développement, ouvrir à l'urbanisation des terres naturelles, ça assure le développement, vérifions si ça se voit dans les statistiques. Et donc c'est là aussi, naïvement, et évidemment qu'il y a plein de cas particuliers, mais il y a quand même là aussi une minorité de communes qui sont dans l'excès d'urbanisation, et avec un échec, un pari qui échoue de façon assez regrettable pour la commune et pour les habitants. Alors du coup, quel est votre... puisqu'en fait la loi littorale est censée protéger cette bande littorale, qu'est-ce que vous constatez en fin de compte ? Vous parlez d'une loi littorale qui est un petit peu avec des trous dans la raquette, quelque part. Quel est votre sentiment là-dessus ? Alors attention, en fait, je pense qu'il y a une... Alors, et d'ailleurs, c'était moi-même, j'avais un préjugé sur cette loi littorale. Je pensais qu'elle était là pour freiner l'artificialisation des sols. Or, en fait, elle n'est pas là pour freiner l'artificialisation des sols. Elle est là pour freiner le mitage. C'est-à-dire le fait d'avoir des maisons un peu partout saupoudrées sur le territoire. Donc, elle va encourager justement... c'est ce que disait Arnaud tout à l'heure, elle va encourager à construire en extension de l'urbanisation déjà existante, un peu comme une pelure d'oignon. On a un oignon, on va rajouter une pelure d'oignon, et puis une autre, puis une autre, puis une autre. Donc finalement, premier problème, elle n'est pas là pour freiner l'artificialisation, du tout. Il s'est marqué nulle part finalement. Donc on ne va pas compter sur elle pour freiner l'artificialisation. Quelque part, elle a quand même freiné l'artificialisation du littoral depuis 40 ans. C'est toujours intéressant quand on essaye de comprendre une loi, d'aller examiner les débats parlementaires. Et en fait, dans la construction de la loi littorale, les objectifs, c'était d'abord de protéger des paysages. C'était effectivement pas du tout de mettre fin à de l'urbanisation. C'était un peu sur les constats que certains littoraux, alors je ne veux pas citer de région en particulier, mais il y avait des zones sinistrées en France où on voyait effectivement poindre ce risque de conurbation complète de certains littoraux. Et le souhait du législateur a été de dire attention, on continue à construire sur le littoral, mais on essaye de préserver des espaces naturels. C'est les fameuses coupures d'urbanisation, notamment dont vous parliez tout à l'heure. C'est ça le fond. C'est effectivement pas de mettre fin à l'urbanisation sur le littoral, c'est de préserver les paysages littoraux. C'était un peu le propos avant que vous arriviez. On débattait un petit peu là-dessus, sur la genèse. Les premières atteintes au littoral, elles ne sont pas le fait des élus locaux. Les premières atteintes aux paysages littoraux, ce sont des programmes d'État pour répondre à un besoin de tourisme de masse sur les littoraux, en particulier sur les littoraux méditerranéens
et un peu vendéen, qu'il y a eu des cités balnéaires complètes qui se sont développées. La décentralisation, elle a confié cette capacité à décider où allait se faire l'urbanisation à des élus littoraux qui se sont retrouvés dans les premières années un peu désemparés, et c'est pour ça que la décentralisation, c'est 82. La loi littorale, c'est très rapidement après quand même. C'est 86. On décide qu'il est temps de commencer à contrôler ce qui va se passer. Mais encore une fois, c'est pas les élus locaux qui ont commencé, si je puis me permettre. Mais c'est les élus locaux qui maintenant... Non, bon. Toujours est-il que je ne sais plus où j'en étais. Donc, la loi littorale, donc, d'abord, n'est pas là pour freiner l'artificialisation, elle est là pour freiner le mitage. Donc ça, c'est la première chose. L'autre chose... L'autre chose, c'est que, on l'a dit tout à l'heure, on ne définit pas les termes. Résultat, ils sont libres d'interprétation et on peut faire un peu ce qu'on veut. À un moment, on va dire qu'un village, ça va être 50 maisons avec une église, et à un autre moment, ça va être 30 maisons et sans église, etc. etc. Et toutes ces choses-là vont être reprises en compte dans les PLU et les documents d'urbanisme pour essayer de continuer justement à bâtir en dépit de la loi littorale. Donc, moi, j'aime bien parler de péché originel de la loi littorale, au sens où déjà de vouloir limiter le mitage et non pas l'artificialisation, de ne pas définir les termes. Ça, c'est quand même très grave, je trouve, pour une loi. Une loi doit être claire, il y a toujours une marge d'interprétation, mais il faut quand même être le plus précis possible. Et enfin, effectivement, de confier aux élus locaux finalement le contrôle de tout, de l'élaboration des documents d'urbanisme jusqu'à la validation des permis de construire, c'est aussi en quelque sorte faire rentrer le loup dans la bergerie dans certains cas. Je ne pas dans tous les cas. Non. En élus locaux, non. Dire qu'ils sont un peu choqués par ce genre de propos. Je mettre tous les élus locaux. Non, alors, je dis certains, attention. Il y a des contrôles de légalité, il faut se dire. Il y a des associations. Croyez-moi, aujourd'hui, le voisin bienveillant, il attaque rapidement les permis dès qu'elles sont délivrées, où il regarde très précisément ce qui se passe. J'aimerais qu'à un moment donné, on passe aussi sur la question du vrai projet. Et dans votre approche qui est pertinente, j'aimerais quand même, en tant que géographe, je ne sais pas s'il y a des géographes ici de la Bretagne, mais on a beaucoup écrit sur la Bretagne. Un atlas de la Bretagne, c'est bien de s'en inspirer. La Bretagne, dans sa configuration, moi je suis un gamin d'un bourg, et autour il y avait 60, en gros, ce qu'on appelle 60 villages. La loi littorale, aujourd'hui, le mot littoral, il a été phagocyté par cette loi. Cette loi qui a été volontairement, et tu l'as dit, mais globalement très peu précise. Et c'est quand même incroyable, les jurisprudences aujourd'hui viennent nous expliquer comment on fait. Et je peux vous dire, des étudiants sont là, on a des spécialistes, Olivier Lezagmer qui donne des cours. Parfois, c'est des jeux de 7 différences quand vous allez dans le Finistère, où là, c'est inconstructible, et puis là, ou dans le Morbihan, et puis dans le Finistère, c'est constructible. Donc là, on se dit, mais comment ça se fait que là, ils ont pu accepter et pas là? Et là, moi aussi, j'ai des exemples où je dis, moi, j'ai l'impression d'être bordé quand on est sur une commune, sur la loi littorale, et croyez-moi, voilà, on peut vite attaquer, il n'y a aucun problème, il y a des associations très voilà. J'allais y venir, justement. Mais honnêtement, de dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de contrôle de légalité, voilà, moi, je ne peux pas l'entendre. Aujourd'hui, dans le Morbihan, on était un département qui était très, très, très surveillé, je vous le dis. Je mets au défi aujourd'hui un maire de faire un dépôt illégal d'un permis. Il se fait vite rattraper par la patrouille. Donc, quand je dis ça, c'est important. Et quand vous parlez du mitage, mais c'était, alors je vous renvoie à des vieux géographes ou un ancien directeur de l'INSEE qui s'appelait Louise Laurent, qui expliquait aussi le modèle du modèle breton, c'est qu'il y avait le bourg. Le plus souvent, les gens habitaient dans les hameaux ou les villages. Et aujourd'hui, il y a beaucoup qui ne comprennent plus en disant, mais dans mon village où il y avait peut-être une dent creuse, comment ça se fait que la loi littorale m'empêche d'urbaniser, alors qu'aujourd'hui, on étend, en effet, c'était aussi la loi qui disait qu'il faut étendre dans les extensions d'urbanisation. Et dans l'approche que vous avez, qui est pertinente,
Attention, quand on est sur des agglomérations ou des métropoles, je prends Nantes-Saint-Nazaire, peu importe, ou je prends l'agglomération de Lorient, quand on est sur des communes littorales, où en effet on a un bourg, et qu'on voit en effet nous des développements de zones parfois dans des grandes agglomérations, et on se dit chez nous, augmenter de 5 000 ou 10 000 mètres carrés, ça pose question. Voilà, ça interroge aussi les populations. Dernier point, mes parents, quand ils ont construit dans la commune, on leur demandait de construire sur 5 000 mètres carrés de terrain. 1970, 5 000 mètres carrés de terrain. Aujourd'hui, quand on fait de l'urbanisation, les 5 000 mètres carrés de terrain, on les voit nos projets, on fait sur 250, 300 mètres carrés, voire aujourd'hui, on dit aux jeunes, c'est fini, hein, votre maison avec jardin, vous oubliez, ça sera un appartement dans nos cœurs de bourg. Et moi, comme géographe, je le vois, et c'est une notion de densité, on en parlera, mais qu'est-ce que j'entends pas de certains collègues qui disent « il faut densifier ». Ok, moi, j'ai aucun problème. Ou il faut faire la ville sur la ville. Moi, quand je suis dans ma commune, c'est faire mon bourg sur mon bourg. C'est quand même différent de dire faire la ville sur la ville. Alors, j'étais l'autre jour à Nantes, une commune qui s'appelle Saint-Sébastien-sur-Loire. Je me balade, j'ai connu la commune où il y avait des maisons de ville comme Rennes, et tout d'un coup, maintenant, on voit en effet des collectifs, c'est la vie, ça va évoluer, on supprime les maisons, c'est des nouveaux modèles urbains. Donc là, en effet, j'entends, l'enjeu, ça va être de savoir aujourd'hui, est-ce qu'on accepte des nouvelles populations? Question. Je vois Gilles Poupard, on fait des conférences aussi, on a eu un démographe la dernière fois. Aujourd'hui, vous savez combien il y a d'enfants par femme en Bretagne? Le chiffre 1,55. 1,55. Ça renouvelle même pas les générations, et ça veut dire qu'aujourd'hui, nos ménages qui arrivent, même de jeunes, auront-ils un enfant? Peut-être un. Donc ça veut dire aussi, on a des modèles de maisons qui vont certainement changer, ils vont acter qu'on va devoir partir sur autre chose. Mais il y a aussi le projet, quoi. Est-ce qu'aujourd'hui, on laisse urbaniser nos littoraux, nos communes littorales? On peut dire non, terminé, ou on densifie. Donc plus d'extension, et ça, de toute façon, la loi va nous le dire. Moi, je vois aujourd'hui avec le SCOT, ma commune, pour le coup, c'est 2 hectares qu'on va me demander. Et encore, on a dû manger à l'intérieur, dans le MOS, etc. Donc globalement, on va dire, faut densifier. Et vous croyez-moi, les promoteurs sont en train de regarder vos jardins avec beaucoup d'attention. Je pense qu'ils ont des photos aériennes de tout Lorient, l'Annester, de toutes les communes autour pour dire, oh là, demain, cette maison-là, moi, je l'arrache, je te fais un immeuble et je vais pouvoir faire de la promotion. Donc, j'entends bien ce que vous dites. Oui, il y a eu parfois des aberrations. Ils ont été parfois rattrapés par la patrouille. Parfois, ça n'a pas été le cas. Mais je vous le dis en tant qu'élu, alors je prends ma casquette là, où je veux passer le Rubicon, mais je reste un enseignant et mes étudiants savent mon discours. Faites attention de ne pas mettre tout le monde aussi dans le même panier, parce que je vous pourrais vous montrer un cas sur la commune. Quand on fait de la maîtrise foncière, on fait une vraie volonté politique de les garder. C'est ça aussi les réponses. C'est-à-dire que le constat est toujours facile. Je suis aussi président de la commission locale de l'eau sur les algues vertes. Je sais ce qui se passe, je sais où il faut pointer les enjeux. Mais à un moment donné, voilà, au-delà du constat, il faut aussi des actions derrière correctrices. Il en faut. Mais attention aussi, parfois, l'urbanisme calculette. Alors, comment on fait? Ça peut poser problème. Ouais, mais j'ai pas beaucoup parlé. C'est vrai, c'est vrai. Je l'ai laissé parler, et parfois c'est très lent en technicien ou l'observation, mais quand il faut agir, voilà, je pense que, je ne sais pas s'il y a d'autres élus, mais faire attention de ne pas jeter de l'opprobre en disant... J'ai bien dit certains. J'ai bien dit certains, et je n'avais absolument pas l'intention de mettre tout le monde dans le même sac. Cela étant dit, sur la question du contrôle de légalité, justement, c'est une chose qui nous intéressait, parce que les maires eux-mêmes, quand on les interrogeait, ils nous disaient, on leur disait par exemple, tel permis, comment ça se fait qu'il est passé? Et le maire, mais c'était 100% des réponses. 100%. Que le maire soit de bonne foi ou de mauvaise foi, qu'importe, 100% des réponses, c'était de toute façon, la préfecture n'a rien dit. Le contrôle de légalité de la préfecture n'a rien dit. Tout le monde se mettait, tous les maires, tous les élus, que j'ai interrogés, attention, tous ceux que j'ai interrogés, se mettaient sous le parapluie préfectoral, on va dire. Seulement, on a essayé de creuser la chose quand même, et on a découvert, alors on a une source qui nous a un peu parlé, qui a parlé des équipes des services de contrôle de légalité à la préfecture, dans les préfectures bretonnes, dont les effectifs dépassent rarement les 5 personnes, sachant que, pour donner une idée, il y a environ 28 000 documents d'urbanisme qui passent par an dans une préfecture. 28 000 pour 5 personnes. Autorisation. Mais ça veut dire 28 000. Je veux dire, c'est pas humainement possible. Donc on ne peut pas se réfugier derrière le parapluie préfectoral. C'est pas
pour moi, en tout cas, j'ai du mal à imaginer que ça ce soit possible humainement. Voilà. D'autre part, nos sources aussi nous ont indiqué que les recommandations des services d'urbanisme ne sont pas toujours suivies. C'est-à-dire qu'il y a aussi parfois un manque de volonté d'appliquer la loi. Donc voilà. Vous êtes en train de dire qu'il n'y a pas les moyens de contrôle des permis de construire. En tout cas, c'est ce que nos sources nous ont bien voulu nous révéler, oui. Je voulais rebondir sur 2 choses en fait qui ont été dites à propos du fait que le taux de renouvellement était à 1,55 par famille. Vu d'un autre côté, en fait, il y a un certain nombre de jeunes qui ne font plus d'enfants parce qu'ils n'ont pas les moyens de se loger. Ça peut être vu comme ça aussi. Et juste, j'ai également suivi un petit peu la commission sénatoriale sur la loi, les 40 ans de la loi littorale. Et ce qu'ils expliquaient, c'était que c'était finalement une loi un petit peu caméléon et que la règle se faisait au niveau des SCOT. Ceux qui expliquent qu'on est des SCOT un petit peu différents d'un territoire à l'autre, si je comprends bien. Alors, je trouve cette interprétation un peu abusive. Le rôle du SCOT, c'est de retraduire localement. Alors, le SCOT, c'est le schéma de cohérence territoriale. Le schéma de cohérence territoriale, c'est un document qui est élaboré à l'échelle de plusieurs intercommunalités et qui va être un peu le plan guide ou le cahier des charges des plans locaux d'urbanisme qui vont être adoptés soit à l'échelle intercommunale quand c'est un PLU intercommunal, soit à l'échelle d'une commune. Et donc, le rôle du SCOT, c'est de redonner les termes de la loi littorale et comment localement elle doit être appliquée. Alors, je ne vais pas dire que c'est une interprétation, mais c'est une précision locale. Vous avez évoqué tout à l'heure cette notion de village, à combien on la situe, est-ce que c'est à 50 logements existants et est-ce que c'est à 30 On a eu à faire ce travail dans le cadre du SCOT du Pays de Lorient. Et encore assez récemment, puisqu'il y a eu une loi en 2021 qui s'appelle la loi Elan et qui est venue apporter une petite notion nouvelle qui n'existait pas dans la loi littorale, qui est la notion de secteur déjà urbanisé. Parce que il y avait eu tout un mouvement porté par une association qui s'appelle les Plumés. Alors c'était un jeu de mots entre PLU et plumés, parce que c'est des gens qui étaient propriétaires de terrains qui, dans des PLU, avaient été identifiés comme étant constructibles, et puis qui, au moment de déposer le permis, à l'occasion d'un contentieux, finissaient par être refusés parce que ces espaces-là ne répondaient pas à la logique de la loi littorale. C'est la difficulté, c'est que c'était pas des hameaux, c'était pas des villages non plus. Mais c'était quoi ? Alors, la seule chose qu'on savait lorsque la loi Elan a été approuvée, c'est qu'il se distinguait de l'urbanisation dispersée. Alors, l'urbanisation dispersée, on savait à peu près ce que c'était. Donc, c'était une espèce d'entre-deux entre l'urbanisation dispersée et le village. Il y avait une notion qui était quand même importante, il y avait un enjeu important à trouver la définition du SDU, parce que autant il est possible d'urbaniser en continuité d'un village, donc de poursuivre le développement, de rajouter la couche d'oignon que vous évoquiez tout à l'heure, autant le SDU, là le principe était très clair, c'est on peut construire à l'intérieur s'il reste ce qu'on appelle des dents creuses, mais par contre, hors de question d'étendre son périmètre. Et donc il a fallu trouver localement une définition admise par l'ensemble des élus et aussi admise par les services de l'État. Et là, on passe quand même par une phase de négociation. On passe aussi par une phase d'analyse avec nos avocats conseils pour nous dire où est-ce qu'on met la barre. On peut être attaqué si on est trop contraignant parce qu'on commet une erreur de droit, on abuse de la capacité à restreindre le droit d'usage des sols. Ou au contraire, si on ouvre trop grand la porte, on viole la loi littorale, encore une fois. Donc c'était un compromis pas très simple à trouver, mais
En l'occurrence, sur le Pays de Lorient, ce compromis a été trouvé. Il y a une définition avec des critères d'organisation, des critères de nombre, et pour essayer de les identifier, ces secteurs déjà urbanisés, et de faire en sorte qu'ils ne soient pas 250, parce que ce serait encore abusé. C'est des situations un peu exceptionnelles. On est arrivé à 40 SDU identifiés, et malgré tout, on a eu du contentieux avec sur juste cette modification pour identifier les SDU, avec d'un côté les associations de défense de l'environnement et de défense de la loi littorale estimant que on en avait identifié trop, que la définition était trop laxiste, et puis en face des gens qui au contraire trouvaient qu'on avait un peu trop serré la vis et que eux ils se sentaient dépossédés de leurs biens et il fallait revoir tout ça. Le résultat, c'est que il y a un secteur que nous n'avions pas identifié comme étant SDU, que le juge administratif a estimé être un SDU, et tout le reste a été validé et on nous a plutôt donné une bonne note, si je puis dire, en tout cas sur cette notion-là. Et vous, monsieur de Désir, en tant que maire, donnez-nous l'adjoint. Ah non, pas maire. Je suis adjoint, mais je le vis. Je le vis d'une façon pragmatique. Tu parlais en effet de cette structuration de l'échelle bretonne, mais souvent dans les hameaux, il faut imaginer que il y a 30 ans, c'était constructible à côté, puis la loi Elan est arrivée, donc c'est plus constructible. Donc en effet, il y avait des gens qui disaient, mais je me fais spolier, j'ai payé des droits à construire, du jour au lendemain, on me les enlève. En effet, c'était peut-être un moyen de redéterminer les SDU. Ça s'est bien passé chez vous. Moi, j'ai eu une modification sur mon Pays d'Auray où ça a été attaqué et c'est tombé. Alors, pas forcément là-dessus, sur des notions qui sont en train d'arriver aussi de capacité d'accueil. C'est-à-dire, est-ce que nos territoires sont capables aujourd'hui d'accepter encore plus de population, sachant qu'on va être limité sur les questions de l'eau, sur d'autres sujets. Donc ça, je connais parce qu'il y a 20 ans, on a déjà parlé de cette notion de capacité d'accueil. Mais on voit bien que voilà, c'est beaucoup lié à l'interprétation, etc. Alors, donc, on essaie de mettre des cadres, comme tu l'as dit. Il y a des assos environnementales qui disent on construit trop, puis il y en a d'autres qui disent mais attendez, pour les populations, comment on les accueille aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on propose pour les accueillir ? Et ça, quand les deux attaquent, on n'est pas loin de la vérité. on n'est pas loin de la vérité, mais il faut quelqu'un qui tranche. Voilà. Alors, ça peut être le technicien, mais c'est souvent les élus qui votent. Non, mais je le dis aussi, donc ils prennent aussi leurs responsabilités, parce que je sache, l'agence d'Urba ou ceux qui vont faire les documents, c'est quand même des élus qui votent dans des instances d'élus, et ils font des choix. Alors, c'est vrai que beaucoup reconnaissent que entre Lorient, qui a peut-être choisi 30, dans d'autres, ça a été 40, et peut-être dans d'autres, ça a été 20, on se dit, parfois, il y a des interprétations entre territoires, et forcément, on va voir chez le voisin en disant, mais pourquoi lui, en SDU, il a eu ça, et pas moi ? Mais je reviens, c'est vrai que on est vraiment là à l'aube d'une révolution aussi, c'est-à-dire, vous en parliez, oui, ces extensions, et moi, parfois, je défendais aussi peut-être que dans les hameaux, ça aurait été pertinent peut-être de construire, il y avait des dents creuses qui n'étaient pas peut-être des enjeux agricoles, mais de l'autre côté, d'étendre autour des communes et d'aller chercher aussi des terres agricoles, comme vous le montez, est-ce que c'était plus pertinent ? Non, mais on disait, mais il faut de la continuité. Bon, voilà, maintenant, on est cadré, il y a les SCOT, il y a le ZAN qui va arriver, le zéro artificialisation nette, donc c'est une alchimie, je le dis, très complexe. Voilà, il ne faut pas être binaire de dire d'un côté c'est formidable et de l'autre côté, moi je suis dans des réseaux aussi, on en a parlé tout à l'heure de Brudette, de communes plus rurales, où ils s'interrogent, ils disent mais nous on n'a pas besoin de 10 hectares de constructibles, on aura peut-être 3 habitants demain. Donc voilà. Et puis dans d'autres territoires, et on le voit aujourd'hui, j'étais sur un territoire de Lorient où j'ai entendu souvent les élus de Lorient qui voyaient leur population baisser. Puis là, on est en train de voir que c'est en train de remonter, qu'il y a une nouvelle attractivité, qu'il y a un changement aussi économique qui fait qu'il y a des gens qui arrivent sur votre territoire, non, voilà, comme le nôtre. Et puis, on voit, quand on voit la carte aussi du Morbihan Sud, on a une métropole qui est en train de se créer entre Vannes et Lorient. On voit bien que là, beaucoup de gens arrivent. On pourrait dire c'est formidable, attractivité, des jeunes, des retraités certes, mais beaucoup de jeunes aussi qui sont en train de vouloir rester, je le disais tout à l'heure. Donc quid demain aussi du modèle urbain qu'on veut. Voilà, parce que c'est plus de déplacements, c'est plus de mobilité. Pour ceux qui viennent tous les jours travailler à Lorient comme moi, vous avez vu la RN à 8 heures. Je mettais une demi-heure, je mets 1 heure. Donc j'ai bien vu moi aussi l'évolution en 25 ans, qu'il y a de plus en plus de monde. Et je les vois d'où ils viennent aussi les gens, ils arrivent de Beau. Des terres, voilà, quand je dis de plus haut, je les vois arriver là. Avant, il n'y avait pas de bouchon là, mais on voit bien que les gens sont partis plus loin habiter parce que, en effet, il y a un sujet qu'il faudra aborder, c'est aussi le prix du foncier.
Avant le Covid, dans nos communes, c'était à peu près, dans la mienne, c'était à peu près à 150-200 euros. Après le Covid, on est passé aujourd'hui à des prix à 500 euros. Bon, voilà. Donc, vous avez bien compris, le calcul est vite fait. Pas besoin d'être champion du monde. Vous avez compris que pour avoir un terrain de 300 mètres carrés, déjà, il faut sortir pratiquement 150 000 euros. Quand on sait qu'un foyer lambda, un jeune qui arrive sur le territoire, pour construire sa maison, donc vous calculez au prix du mètre carré, il faut 270 000 aujourd'hui euros. Bon, voilà comment on fait. 150 000 euros de terrain à une maison à 120 000 euros, vous me dites comment vous faites. Moi, j'ai pas ce calcul-là. Donc, oui, on a construit. Oui, les élus vont être confrontés, et je dirais les services aussi liés aux collectivités, de se dire mais où on va loger ces populations qui arrivent ? Parce qu'ils arrivent, je vous le dis, on en parlait tout à l'heure. Moi, j'ai des couples de retraités, par exemple, du sud de la France qui sont en train d'arriver, changement climatique, etc., qui n'en peuvent plus, qui disent, mais là, on est parfait, on a les LGV, on va à Paris en 2h30, 3h. Voilà, on est devenu, et j'ai là un document que je pourrais vous montrer, qu'on a écrit ça, le bouquin avec le bailli, il y a une vingtaine d'années. On disait, vous verrez, demain, ça sera l'Eldorado du Sud-Bretagne. Mais alors, on pourrait dire ça, mais le Sud-Bretagne, notamment, nous disait, non, on a encore, demain, on a encore on a encore le temps de voir venir. Aujourd'hui, on est face à cet enjeu d'urbanisme, de constructibilité, d'un nouveau modèle urbain. Vous ne trompez pas, dans des petits bourgs, on va voir arriver une nouvelle forme urbaine. C'est fini, la maison de mes parents, Néo-Bretonne, 5000 m² de terrain. Voilà, je vous mets au défi d'aujourd'hui de le faire sur le littoral, à moins que vous soyez des millionnaires. Donc voilà, donc on a tout cet enjeu, de répondre à ces enjeux forts. Juste, on a évoqué que le logement jusqu'à présent, mais la consommation de terre, c'est également les activités économiques, les activités agricoles. Qu'est-ce que vous avez recueilli comme data là-dessus ? Oui, sur les activités agricoles. Alors, on n'avait pas prévu de traiter ce sujet-là dans l'enquête. En fait, c'est vraiment venu à la fin. Et d'ailleurs, en dépouillant un peu une base de données formidable qui a été créée en Bretagne, et d'ailleurs qu'en Bretagne, parce que c'est un peu unique en France, il y a une initiative dans la région. La région Bretagne est un peu pionnière, notamment sur le ZAN, avec une politique, il faut l'avouer, très volontariste, parfois à l'encontre des élus locaux sur la mise en application du ZAN. Et associé à cette démarche, il y avait l'idée de regardons très précisément ce qui a été consommé et allons un peu au-delà de ce que faisait notamment le CEREMA, qui considérait qu'à partir du moment où on posait une cabane de jardin sur une parcelle de 20 000 m², elle était consommée. Voilà. Et donc, il y avait cette notion de regardons beaucoup plus précisément ce qui est artificialisé en Bretagne. Et donc, il y a eu un travail important qui a été fait aussi, notamment avec l'agence d'urbanisme de Brest, et qui est associé d'autres. Et donc, c'est une base de données qui a été d'ailleurs mise à disposition au moment où on faisait, nous, l'enquête. Donc, en fait, on l'a vu un peu après. On avait commencé ce travail à partir de la baie des Topos, et puis on a vu le MOS. Et en analysant un peu le MOS, il y avait notamment la question de la consommation par secteur d'activité, et notamment de consommation d'espace par l'agriculture. Et en fait, c'était un peu paradoxal, parce que quand on parle généralement d'artificialisation des sols, on dit on artificialise des sols aux dépens de la nature et aux dépens de l'agriculture. Et là, ça laissait entendre que l'agriculture pouvait aussi artificialiser des sols. Et alors, pas n'importe quelle agriculture, on ne parle pas d'un petit bâtiment d'élevage, en l'occurrence, en Bretagne, notamment dans le Haut-Léon, on parle plutôt des immenses serres. Et en fait, ça représentait des surfaces assez conséquentes, du côté de Saint-Paul-de-Léon notamment. Et on constatait que, par exemple, à Saint-Paul-de-Léon, plus de la moitié des consommations d'espace, en l'espace de 10 ans, c'était dû à l'agriculture. Autant que le logement. Donc c'est un cas très très particulier, Saint-Paul-de-Léon. Mais malgré tout, il y avait cette question-là. Et puis on a commencé à regarder un petit peu, qu'est-ce qu'il en est justement de l'agriculture une fois qu'on va mettre en application le ZAN. Et on constate dans plusieurs textes, des déclarations, on fouille un peu dans les articles sur le sujet, que en fait il y a une sorte de lobbying qui est fait notamment par les chambres d'agriculture pour que les constructions liées à des exploitations agricoles ne soient pas prises en compte dans le calcul des terres artificialisées. Disant oui, mais non, mais les bâtiments agricoles, c'est pour l'intérêt général, c'est pour permettre l'installation des jeunes agriculteurs et autres. Oui,
ça c'est bucolique, sauf que quand on est dans le Haut-Léon, on n'est pas dans l'agriculture bucolique. En fait, c'est des serres immenses qui sont construites, c'est de l'industrie, quasiment c'est de l'industrie agroalimentaire, et dont on n'est plus du tout dans les mêmes ordres de grandeur. Et il y a eu une première alerte qui avait été lancée par un élu du Pays de Ré, donc très loin d'ici, enfin en Loire-Atlantique, qui signalait que attention, si on commence à prendre en compte les bâtiments agricoles dans le calcul, on va plus avoir le droit de construire quoi que ce soit, parce que chez nous aussi on construit des serres. Et donc on a constaté que au fur et à mesure, dans la mise en application du ZAN, qui n'est pas terminée parce que tout ça n'est pas encore complètement clarifié, mais qu'on ne prendra pas en compte les constructions agricoles dans le calcul de l'artificialisation. Donc il peut y avoir une sorte un peu d'injustice. Alors pourquoi l'agriculture et pas l'industrie de la chaussure ou pas les restaurateurs? Pourquoi eux et pas les autres, quoi. Donc on a constaté que pour l'agriculture, effectivement, en Bretagne notamment, il y avait une sorte de tolérance pour l'artificialisation par l'agriculture intensive. La proportion, c'est quoi? Pardon? La proportion? Ah, la proportion. Comment vous quantifiez la chose à peu près? Alors, dans le Haut-Léon, c'est quasiment la moitié de l'artificialisation des sols est due aux bâtiments agricoles. Je crois me souvenir qu'à l'échelle de la Bretagne, c'était quasiment, de mémoire, hein, je crois que c'était 370 hectares pour industrie et services réunis, et un peu moins pour l'agriculture. Mais en fait, l'agriculture à elle seule consommait presque autant que l'industrie et les services réunis. J'ai pas en tête ces proportions à l'échelle de la Bretagne. J'apporte juste une petite nuance. En fait, ce qui se passe, c'est que jusqu'en 2031, la loi climat et résilience ne nous invite pas à mesurer l'artificialisation des sols, mais la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers. Et donc, quand il y a un bâtiment agricole sur un espace agricole, ça reste un espace agricole. Et donc, ça ne génère pas de consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers. À partir de 2031, on changera d'unité de compte et on regardera quelles sont les surfaces artificialisées. Et donc, à partir de 2031, oui, un bâtiment agricole, il générera de l'artificialisation. Alors, c'est pour ça qu'il y aurait pu y avoir, mais pour l'instant, j'ai l'impression que ce n'est pas le constat quand même. Il y aurait pu y avoir la tentation de la part du monde agricole de se dire, jusqu'en 2031, allons-y, construisons des bâtiments agricoles sur des espaces agricoles, parce que jusqu'en 2031, ça ne rentrera dans aucun compte. Pour l'instant, ce n'est pas vraiment le cas. Enfin, il n'y a pas eu cette dérive qu'on aurait pu craindre initialement. Après, il faut garder en tête que l'agriculture, les constructions agricoles empiètent aussi sur des terres naturelles. Alors, c'est s'auto-phagocyte, hein, mais il y a des espaces naturels, notamment boisés, et des zones humides qui sont empiétées par des bâtiments agricoles. Il faut juste l'avoir en tête. Et juste une petite question, en tant qu'élu, est-ce que vous arrivez à vous retrouver dans toutes ces lois, entre la loi ZAN, la loi littorale, la loi Elan? Déjà, rien que sur la littorale, on a 20 heures par une ancienne de la DDTM ou Olivier Lezacmer. Donc ça demande déjà du boulot. Non, mais évidemment, on a des lois, mais les lois se succèdent. Vous savez, le législateur, en France notamment, est très pourvoyeur de lois. Après, les lois, je suis d'accord, il faut les appliquer. Et après, l'application, ça demande parfois des moyens, de l'ingénierie, des contrôles de légalité. Ça, il n'y a aucun problème. Donc voilà, je me mets dans ma posture d'élu. On fait pas n'importe quoi. Oui, je pense que il y a 40 ans, on venait chercher un permis. Je peux vous dire qu'on l'envoyait, on le tartinait. Toi, t'étais copain, tu l'avais, et l'autre l'avait pas. Maintenant, on est quand même bordé par des PLU, par des SCOT. On a un regard. Je dis pas qu'il peut pas y avoir des trous dans la raquette, mais par exemple, même sur le côté agricole, je vais vous donner un exemple chez moi. Des jeunes qui veulent s'installer, qui font du pain bio, qui ont des terres. Ils veulent avoir un magasin à côté de leur outil de production. On donne une dérogation de pouvoir construire un bâtiment. Donc, on peut concevoir que c'est de l'artificialisation. Mais aujourd'hui, vous savez que souvent, les bâtiments agricoles liés avec de l'habitat, un agriculteur qui part, il garde son habitat et globalement, les jeunes qui veulent s'installer sont souvent demandeurs. Et là aussi, c'est dérogatoire quand on va pouvoir construire, j'ai eu le cas, dans un hameau qui n'est pas SDU, où le jeune, on lui a donné la possibilité de construire sa maison, pas près de son hangar agricole, mais dans une continuité d'urbanisation. Mais il faut voir aussi ce côté-là. Alors en effet, j'entends bien,
Mais il y a d'autres sujets, par exemple. Et je sais que certains élus sont très en colère là-dessus, notamment sur le ZAN. Vous allez tous dans vos supermarchés, il y a des centrales d'achat, ou les centrales d'achat, ils sont pas là, hein, ils sont pas sur Lorient ni sur la RN, hein, ils sont du côté de Pontivy, Logminé. Donc c'est grand, on va dire, ce grand regard de stockage, mais qui vous alimente tous. Quand je dis ça, donc eux ils disent aussi c'est trop facile de dire nous on a tant de surface à urbaniser demain parce que on est des petites communes et puis à côté les grandes métropoles elles ont des droits à construire plus gros. Donc vous voyez bien que là aussi cette approche-là il faut l'avoir d'une façon globale. Pareil sur des grands équipements publics, voilà il va y avoir une grande prison à Vannes qui va se construire. Là c'est mis pour le service de l'État, hein, mais ça va en effet gréver des surfaces, mais l'intérêt public passe au-dessus. Si demain c'est un hôpital, ça peut être les mêmes sujets. Mais je suis d'accord, c'est très compliqué pour des élus locaux. Donc moi aussi, je les défends. J'avais ce côté universitaire où quand on a écrit des ouvrages aussi, on était un peu encore défendant en disant c'est pas possible qu'on puisse laisser faire ça. Quand vous êtes aux manettes ou quand vous êtes en situation de décision, c'est pas simple. Voilà, moi je vous le dis, parce qu'il y a toujours un sujet par rapport à ce qu'on traite là, c'est la notion de projet. Quel projet on veut aujourd'hui pour les littoraux bretons? Si on dit qu'il faut plus urbaniser ou il faut plus construire, ok, moi je prends acte. Je peux vous dire, les prix continueront à être comme ça, il ne faut pas se leurrer. Il y a une baisse, mais vous inquiétez pas, vous voyez les prix, c'est quand même extraordinaire. Regardez les prix, les notaires vous les sortent, vous pouvez les trouver. C'est incroyable les prix qui ont explosé. Je prends Lorient, une maison d'habitation qui était parfois pour des collègues à côté, on disait mais ça vaut rien, regardez aujourd'hui combien ça vaut. Même ici, on a des dimensions qui sont extraordinaires. Donc là, c'est aussi de se dire quel projet politique on veut. Est-ce qu'on veut des jeunes ? Alors vous allez me dire des jeunes, pourquoi faire ? Je ne sais pas, on a besoin de services. Moi, j'ai des populations qui vieillissent sur mon territoire, on l'a dit. Qui c'est qui alimente mon EHPAD en population ? Qui c'est qui va aller dans les cantines des scolaires ? Vous croyez que c'est qui ? C'est des jeunes. Et ces jeunes-là, vous les logez où ? S'ils ne logent pas aujourd'hui à proximité de leur lieu de travail, croyez pas qu'ils viendront de 50 km dans les terres pour venir au SMIC travailler sur les littoraux. Donc là aussi, c'est une notion de projet qu'il faut y avoir derrière. C'est-à-dire que voilà, je suis un peu pas virulent par rapport. Vous avez fait une analyse, il faut avoir des chiffres, il faut avoir des bases de données, il faut avoir des diagnostics. J'en ai fait beaucoup. Maintenant, c'est aussi le projet derrière. Et là, on peut aussi analyser le projet. Moi, quand je fais du logement pour des jeunes, oui, je le fais pas pour que ça se construise peut-être des résidences secondaires de demain. Et comme l'a dit Arnaud, par contre, propriété, s'il y a une maison qui se vend, moi, à mon échelle de la commune, je peux pas acheter mes 10 maisons. Pour les capter ou faire de la maîtrise foncière. J'essaye de maîtriser ce que je peux. Et croyez-moi, souvent, on est volontariste aussi sur ces enjeux-là. Moi, juste sur l'empilement de normes, c'est vrai que ça crée un peu un stress de se dire qu'on vient de finir un document de planification et que un nouveau texte vient un peu remettre en cause ce qui vient d'être décidé, vient rajouter une couche. Ça cause du stress aux élus. Par contre, pour les techniciens, c'est formidable parce que ça nous évite le désœuvrement jusqu'à la fin de notre carrière. On sait qu'on aura toujours quelque chose à refaire. Il y aura toujours besoin. Non, mais c'est vrai. Peut-être je voulais juste ajouter que nous, on ne trouve pas scandaleux que les terres soient artificialisées. En fait, moi, personnellement, j'ai pas d'avis là-dessus. On a regardé les choses très naïvement, mais ce qu'on a constaté, c'est que les engagements qui étaient pris par la loi, les paris qui étaient faits parfois par certains élus n'étaient pas tenus. Donc c'est juste ça. Mais ce qu'on a constaté aussi en creux, c'est qu'en fait, il y avait plein de questions pas réglées dans ce sujet de l'urbanisation du littoral. Plein de questions pas réglées. On ne définit toujours pas ce qu'est le littoral. Moi, je ne sais toujours pas ce que c'est que le littoral. On ne définit pas ce que c'est que d'artificialiser. On ne sait pas ce que c'est que d'artificialiser. Est-ce que c'est consommer des terres ? Est-ce que c'est artificialiser ? On ne définit pas les raisons pour lesquelles il faudrait ne pas construire. Est-ce que c'est pour le paysage ? Est-ce que c'est pour faire joli depuis la plage ? Est-ce que c'est pour éviter qu'on imperméabilise des sols ? Est-ce que c'est pour éviter d'avoir des ruptures de couloirs naturels d'écosystèmes ? On ne sait pas pourquoi il ne faut pas construire, en fait. Construire, c'est bien si c'est pour... Enfin, il y a tellement de questions qui ne sont pas réglées avant d'observer le phénomène que c'en est problématique. Et puis, il y a évidemment, après, il y a le projet. Qu'est-ce qu'on veut faire ? Et peut-être juste une observation sur ce que nous, on a constaté dans le... pour le coup... peut-être dans certaines communes, le manque de projets, justement. On a constaté du côté, alors ça c'est du côté de Lannion, je crois,
Donc beaucoup de gens qui viennent s'installer pour leur retraite, c'est naturel, on économise toute sa vie pour s'acheter une résidence secondaire, la retraite venue, on peut enfin couler des jours paisibles et c'est tout à fait naturel. Et de plus en plus de gens font ça. On se retrouve avec des communes où, avec beaucoup de retraités, des personnes vieillissantes qui au bout d'un moment finissent par avoir des besoins particuliers propres aux personnes vieillissantes, des associations d'aide à la personne qui sont là pour y répondre. Et le constat aujourd'hui, c'est que ces associations d'aide à la personne n'arrivent plus à embaucher des gens qui viennent s'occuper des gens qui ont besoin d'aide. Et donc, en fait, c'est que ces personnes âgées se retrouvent piégées dans une zone qui est devenue tellement chère que les jeunes qui vont travailler dans les associations d'aide à la personne ne peuvent plus se loger. Et donc, elles habitent trop loin. Et elles disent, on a eu des témoignages, mais non, mais moi, je vais plus travailler là-bas. Je mets 1 heure et demie à y aller. C'est pas la peine. Donc, en fait, nous, on fait que constater déjà des engagements pris ou pas et les conséquences. Et les conséquences, c'est notamment, moi, c'est ce qui m'a le plus marqué à l'issue de cette enquête, c'est vraiment l'idée que on laisse en fait s'installer sur le littoral, en tout cas pas les grandes agglomérations, mais des populations vieillissantes qui vont être en danger parce qu'elles sont un peu laissées à l'abandon dans un écosystème qui n'est pas préparé pour les prendre en charge. Alors, j'exagère un peu, mais dans certaines zones du littoral, c'est vraiment le cas. Ouais, mais vous parlez de projet de territoire. Bon, il me semble que le projet de construction, c'est de loger des gens. Le Césaire a étudié un petit peu aussi ces problématiques et parle du fait que en fait, le littoral est devenu un actif financier. Est-ce que vous avez un petit peu identifié les acheteurs en fin de compte du littoral? Est-ce que c'est uniquement des personnes âgées qui viennent passer leur vieux jour ou vous avez d'autres données là-dessus? Alors, on a essayé d'identifier les gens qui demandent des permis de construire. D'ailleurs, on a eu un débat interne pour savoir si c'était une bonne idée de regarder est-ce que c'était les méchants parisiens qui venaient acheter ou pas. En fait, la question, elle est vite réglée. C'est que en fait, les responsables de l'artificialisation et des permis, ils sont bretons. Et ils sont bretons à 90%. Et peut-être que sur la fine bande des 100 mètres à 200 mètres, dans les calculs qu'on a fait sur l'origine, parce qu'on a le code postal en fait du demandeur du permis, en tout cas de sa résidence actuelle au moment où il fait la demande de permis. Et cette zone littorale là, de 5 km le long du littoral, on est environ 90%, c'est des gens qui vivent en région Bretagne. Donc que possède en région Bretagne. Quand on se rapproche vraiment du littoral dans les 100-200 mètres, on constate qu'on est à 85%, c'est un peu moins, mais ça reste quand même l'immense majorité. Voilà. Et plus de la moitié, c'est des gens qui vivent dans le même EPCI. Donc c'est vraiment du local. Et en fait, on constate pas de choses particulières en fait du côté des permis. Par contre, on a étudié la base des DVF, la base de demande de valeur foncière, qui sont en fait les transactions immobilières de terrain. Et on s'est intéressé plus particulièrement ce qu'on appelle les terrains naturels, en tout cas ce que le fisc appelle les terrains naturels, parce que évidemment qu'il y a des transactions immobilières de maisons, et ça c'est naturel. Et ce qui nous a intéressé, c'est on voulait un indicateur des terres non artificialisées qui étaient menacées en tout cas qui un jour ou l'autre seraient artificialisées. Voilà. Et donc, notre indicateur, c'est de se dire, en fait, si les terres se vendent très cher, c'est que les gens espèrent bien pouvoir construire une maison. On n'achète pas un morceau de terre pour y poser un transat ou pour... Les terres de loisirs, ça coûte pas très cher. Et donc, on a analysé ça. Alors, on peut peut-être juste vous montrer cette carte. En fait, on a posé ici, par exemple, tous les terrains qui ont été vendus plus de 100 € le mètre carré. Donc les terrains non construits, les parcelles non construites, qui ont été vendues plus de 100 € le mètre carré au cours des 10 dernières années. Et donc ça, pour nous, c'était un bon indicateur de... Attention, évidemment, le littoral est convoité. Et d'ailleurs, on ne s'est pas intéressé qu'au littoral, parce qu'on a mis toute la Bretagne. Donc évidemment, la métropole rennaise, la métropole nantaise. Mais bon, il y a un tropisme littoral, mais qui est aussi lié à la population, une population littorale en Bretagne. Et juste pour finir là-dessus, on a fait un petit graphique. Moi, j'aime bien regarder, comme on a analysé tout le littoral breton, on a essayé de faire une analyse par bande de proximité. Et il y a un vrai phénomène sur le prix médian au mètre carré des terrains naturels.
Et je trouve que c'est peut-être la meilleure démonstration de l'efficacité, s'il y en a une quand même, de la loi littorale. C'est que en fait, les terrains qui sont le plus proches de la mer, alors qu'ils sont... Enfin, moi, je veux bien acheter un terrain au bord de la mer et construire et je serais prêt à le payer très cher, sauf qu'on sait très bien qu'on ne pourra jamais construire. Enfin, ce sera extrêmement difficile de construire. Donc en fait, ça, c'est un bon indicateur de... OK, dans l'intérieur, ça n'intéresse pas trop. Et en fait, la zone de danger, la zone de danger, elle est là, entre 200 et 500 mètres. C'est là que les terrains se vendent très cher, parce que les gens sont persuadés qu'ils vont pouvoir construire. Et il y a une pression énorme, et ça fait le lien avec ce qu'on parlait sur les élus, une pression énorme sur les élus. En fait, moi, monsieur le maire, j'ai acheté un terrain et je l'ai acheté 200 € le mètre carré. Et vous allez m'interdire demain d'y construire une maison alors que j'ai économisé toute ma vie pour l'acheter. Vous voyez, la pression auquel sont soumis les élus locaux, et là je parle de maire, je ne parle pas du président de l'EPCI ou de responsable du SCOT, c'est vraiment des gens qui sont soumis à la pression immédiate d'administrés à qui on va expliquer, ben non, pour le bien commun, vous ne construirez pas. Cette pression, elle est difficile à tenir, j'imagine, pour les élus. Peut-être pour compléter sur la question de qui sont les acquéreurs, effectivement, à travers les permis de construire, on a une indication simplement d'où ils viennent. On n'a pas de renseignements sur leur profil, est-ce qu'ils sont âgés, pas âgés, etc. Par contre, cette indication-là de qui vient vivre sur les littoraux, on peut l'analyser à travers les données des notaires que nous achetons. Alors ça, pour le coup, c'est pas une base de données accessible grand public, open data, c'est quelque chose qui est monnayé. Et dans cette base de données, on a l'origine géographique des acquéreurs de biens dans l'immobilier d'occasion, leur âge, leur régime matrimonial, est-ce qu'ils sont mariés, célibataires, etc. Le constat, c'est que ça n'est pas que des personnes âgées qui achètent sur le littoral, mais effectivement, l'âge médian des acquéreurs sur les communes littorales est plus élevé qu'ailleurs. Les budgets à consacrer à l'achat d'immobilier d'occasion sur le littoral étant ce qu'il est, évidemment qu'ils sont plus âgés. Sur la part des franciliens, puisque le francilien est le méchant de tout le monde, en fait, elle n'est pas plus élevée que ça. C'est bon an, mal an, 10% des acquéreurs. Et si vous faites 10% sur la part de la population française, finalement, 10% des Français sont franciliens. Donc, c'est pas exagérément surreprésenté que d'avoir 10% de franciliens parmi les acquéreurs. Donc, voilà, il y a davantage de personnes âgées, il n'y a pas que des personnes âgées. Ensuite, on peut regarder ce qu'est l'évolution des structures démographiques des communes littorales. Et là, effectivement, ce sont des communes qui sont un peu plus vieillissantes parce qu'une fois qu'on y est, on y reste. Et la contribution au solde migratoire, elle est plus forte de la part des personnes plus âgées que de la part des personnes jeunes. Mais il y a quand même des jeunes à venir. Ne noircissons pas le tableau. Tout à fait. Et attention, parce que je suis un fils de baby-boomer, là, ceux qui sont nés après la guerre, aujourd'hui, voilà, on a tous nos parents aujourd'hui, souvent dans nos communes, qui sont, voilà, c'est ceux-là aussi qui vont partir. Donc quand je dis ça, faut vraiment aussi nuancer par rapport à la démographie. Les jeunes partaient, les jeunes de ma génération souvent partaient du littoral pour aller faire leurs études, partaient ailleurs. Maintenant, beaucoup soit sont revenus, soit reviendront. Moi, j'ai beaucoup de quadras aujourd'hui ou de quinquas qui voudraient revenir, souvent des métropoles, en disant mais quelle qualité de vie. Moi, ma commune était la première cluster de France. Voilà. Quand vous avez eu le Covid, on était 15 jours avant en confinement. Voilà, on faisait la presse nationale. Et moi, j'ai vu des gens revenir en disant mais en fait, on vit bien. En fait, on n'est pas au bout du monde quand on est dans votre commune. Bah non, on a le golfe, Et là, ça a été un effet aussi sur les littoraux. Il y a eu des études qui l'ont montré où tout d'un coup, on s'est dit mais c'est pas mal de vivre autour du golfe du Morbihan. Dis donc, quelle qualité de vie. Regardez la qualité de vie qu'on a. Alors en effet, il y a des Parisiens qui peuvent, ou des gens dans les métropoles qui se disent « Oh là là, mais on n'en peut plus ». Mais c'est vrai qu'il y a eu ce phénomène-là. Mais c'est vrai que là, on le voit bien, il y a un vieillissement. Moi, dans ma commune, même en étant volontariste, en ayant fait du logement pour les jeunes, en ayant
coincé le résident secondaire. On est à 22%. On est même en train de baisser parce qu'on a fait du logement pour les jeunes. Bah, globalement, aujourd'hui, j'ai 60 décès pour 20 naissances. Bon, bah, voilà, je me rends compte aussi le vieillissement. Et je vois Gilles là-bas, mais quand on posait la question, faut-il des EHPAD demain sur le littoral ou des crèches, la réponse des démographes, c'est de dire, bah, va peut-être falloir penser déjà aux EHPAD. Et puis, il y a un phénomène aussi sociologique, c'est qu'aujourd'hui, moi, j'ai des populations qui ont à peu près 40-50 ans, leurs parents habitent l'Allier, habitent, etc., ils deviennent veufs ou veuves, et qui disent, bah, on va les rapatrier. Et aujourd'hui, moi, je le vois dans des foyers de logement, etc., où ils disent, mais est-ce qu'il n'y a pas de la place pour mes parents? Ça, c'est aussi des phénomènes aussi où, avant, les enfants parfois se rapprochaient, mais maintenant, on voit aussi des retraités qui se rapprochent de leurs enfants. Donc, quand je dis ça, on a des phénomènes aussi sociologiques qui sont extrêmement intéressants d'analyser. Et là aussi, ça fait encore une pression sur les littoraux parce qu'on nous demande une surdemande. Et puis, une dernière chose, et c'était le mot décohabitation. Regardez aussi les chiffres de la décohabitation. C'est très important. Moi, j'ai fait du logement pour des jeunes, un couple qui arrive, 4 ans après, ils se séparent, ils ont 2 enfants, ils vendent leur maison et après, ils viennent me demander 2 logements sociaux. Donc là aussi, qu'est-ce que je fais? Donc là aussi, on n'a pas parlé beaucoup de logement social, de ce logement, je dirais, voilà, où des gens, aujourd'hui, voilà, restent aussi dans ces logements sociaux. Donc on a une pression aussi, il n'y a plus de turnover. C'est-à-dire que, avant, on avait un parcours résidentiel, je vais louer, après je vais construire. Puis maintenant, comme les prix ont explosé, où ils sont obligés de partir très loin, ils disent, moi, ce logement-là, c'est une solution d'attente qui me plaît plutôt bien et qui me permet de survivre, en tout cas, et de vivre et de travailler, entre guillemets, comme on disait, au pays. Ça, c'était les vieux géographes qui disaient ça, mais je crois que c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte. Donc, quand je vous disais l'alchimie de la pression, de l'urbanisation, de comment aujourd'hui, quel projet de territoire, je crois qu'on va aux élections municipales, ça sera aussi l'enjeu de demander aux élus c'est quoi leur projet de territoire pour que, globalement, on ait aussi cette mixité générationnelle et je dirais mixité sociale, parce que ce qu'on voit aussi, c'est la gentrification du littoral. C'est-à-dire, moi je suis cadre, j'habite au bord de la mer, j'ai les moyens, et puis en fait, on ne retrouve plus, je dirais, et on regarde demander aux élus quand ils cherchent des personnels communal, la galère, on ne trouve plus personne pour la cantine, on ne trouve plus personne pour le centre de loisirs. Ça devient un vrai problème économique. Et je fais un dernier lien avec le tourisme. Là aussi, on a vu ces dernières années un manque de jeunes. On ne trouve plus les jeunes pour bosser au niveau touristique sur nos zones. Des restaurants qui étaient parfois obligés de fermer le dimanche, voire le samedi, parce qu'il n'y avait plus de personnel disponible, ou en tout cas à proximité, pour répondre à cet enjeu. Donc là aussi, on voit qu'on a tout un modèle là à réfléchir. Moi, je suis toujours persuadé qu'on trouve des solutions. Maintenant, elles ne sont pas simples. Dernier point, on n'en a pas parlé sur les littoraux, et ça, je suis étonné parce que j'ai été sollicité par les notaires pour en parler. C'est la question du changement climatique, de l'élévation du niveau marin, du trait de côte qui bouge, de ces maisons que vous voyez aujourd'hui menacées. Qu'est-ce qu'on fait? Et le notaire vous dirait, voilà un autre, jamais on a vendu des maisons aussi chères sur les littoraux, sachant que demain, peut-être, dans 30 ans, la mer sera devant chez eux. Et le plus souvent, les études sociologiques vous le disent, les gens vous disent, écoutez, j'ai 30 ans encore à vivre, dans 30 ans, vaille que vaille, moi j'en profite, on verra après moi le déluge. Mais c'est aussi très étonnant de voir ce genre de comportement où on est aussi des consuméristes du littoral, il faut le dire. C'est pour vous montrer la chance quand même qu'on a de vivre sur ces territoires, voilà, bien tendus. Je vois l'heure qui tourne. Moi, j'ai encore plein de questions, mais je vais vous laisser les poser. N'hésitez pas à leur demander qu'est-ce qu'il faudrait faire. Alors, tout comme vous, j'ai plein de questions qui me viennent en tête. Déjà, merci aux participants pour la petite conférence. Et justement, je me permets de rebondir à ce que M. Le Désir disait justement concernant la montée du niveau de la mer. Je me disais en début de conférence que les littoraux sont urbanisés et en fait avec la montée du niveau de la mer, ça appelle à la bétonification vu que ça va être des logements, des constructions qu'on va devoir protéger en mettant des protections, en mettant des enrochements. Donc c'est un peu le serpent qui se mord à la queue. Et justement, je me posais la question concernant Carnac. J'ai souvent entendu parler du fait que l'immobilier là-bas s'était effondré. Et du coup, ça me surprend que vous disiez qu'au final, ça se vend très cher. À votre échelle, c'est toujours le cas à Carnac, c'est toujours aussi bas ou... Non, mais les prix avaient explosé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a bien vu. Et puis,
bon, on a un contexte national et puis bancaire qui fait qu'à un moment donné, les prix, en effet, se sont stabilisés. Mais je vous encourage à regarder le top 10 des communes les plus, sur les 5 départements. Et ben, vous regardez le Morbihan, notamment, ou la Bretagne Sud, vous verrez que dans les 50 premières, on en a peut-être une dizaine. Donc voilà, je crois que c'est la Trinité-sur-Mer, etc. Donc, en fait, quand je dis ça, c'est que, oui, il y avait un plafonnement, mais à un moment donné, les prix étaient, quand je dis exagérés, c'était inimaginable. Je sais pas moi, une petite maison, j'en vois une dans une commune, pour pas la citer, Locmariaquer, elle est dans une revue parisienne à 800 000 €. 800 000 € avec un chemin littoral qui passe devant, avec des milliers de personnes, quand je dis ça, avec un tout petit jardin. Alors c'est la petite maison bretonne typique, mais 800 000 €. Donc maintenant, à un moment donné, moi je veux bien que quelqu'un l'achète, il y aura peut-être quelqu'un, mais je pense que la personne qui va l'acheter va s'y prendre à 2 fois. Parce que c'est pas... Donc quand je dis ça, oui, les prix à un moment donné ont plafonné, effondré. Non, il ne faut pas avoir ce mot-là, parce que si les prix s'étaient effondrés, je pense qu'il y aurait beaucoup de gens qui seraient encore en train d'investir. Non, ils plafonnent, les notaires vous le disent. Et là, actuellement, ils sont en train de peut-être remonter. On voit que l'immobilier est en train de repartir, etc. Donc, bon, voilà, c'est le marché. Mais quand je dis ça, non, vous inquiétez pas. Il y a encore des belles choses à faire sur le littoral, notamment de beaux achats. Je voulais revenir sur la première partie de votre intervention. Le trait de côte, c'est vraiment... Le recul du trait de côte est effectivement important. Je me souviens d'avoir discuté avec un géographe qui me disait que... c'était un géographe ou un géomètre, sans doute un peu... Non, parce qu'il était parti sur mesurer justement... Dans la baie de Douarnenez, il avait essayé de mesurer le recul vraiment du trait de côte, c'est-à-dire le recul de la marée la plus haute, du niveau de la marée la plus haute, dans la baie de Douarnenez, sur une plage en particulier. Et il avait vu que par rapport aux précédentes mesures qui dataient de 10 ou 12 ans, ça avait reculé de 10 mètres. Ce qui est quand même pas négligeable. Ce qui veut dire, si on en revient à la loi littorale, puisque la moyenne en Bretagne, j'ai été étonné, c'est 6 mètres depuis une vingtaine d'années, je crois. Oui, non, c'est quand même énorme. Ce qui veut dire aussi, pour en revenir à la loi littorale, que finalement la bande des 100 mètres, c'est plus la bande des 100 mètres, c'est la bande des 100. Enfin, il faut remettre tout à jour et puis reculer tout de 100 mètres et résultat, on remet tout à jour. Enfin, il y a aussi un problème là-dessus. Et vous parliez aussi des enrochements. Et alors on en revient finalement de ces enrochements parce que apparemment à chaque fois qu'on a enroché quelque part, ça a déroché, ça a enlevé des trucs ailleurs. Donc ça on en revient. Et les quelques maires que j'ai rencontrés qui voulaient continuer à enrocher, j'ai bien compris qu'il y avait des gens qui essayaient de les dissuader. Voilà. Alors, un point qui a été abordé sur lequel j'aurais bien aimé revenir, c'est sur le mot projet que j'ai bien entendu, parce que, à ma connaissance, pour avoir abordé déjà des SCOT et des PLUI qui en découlent, on était quand même sur un mode projet prospective. Est-ce que du coup, avec tous ces mouvements, on va dire, de la loi, et le détricotage des normes à la mode, et toutes les données sociologiques dont on a parlé, est-ce que ça ne mérite pas d'imaginer que les SCOT doivent être repensés? Ça, c'est une première question. Et ma deuxième question, c'est, j'ai bien entendu qu'on était sur la loi littorale, sur des histoires de paysage et de co-visibilité au départ. Je viens de Bourgogne et notamment du parc naturel du Morvan et je suis toujours extrêmement surprise parce que là, vous avez parlé de quantité, mais alors par la qualité discutable parfois du bâti et de son intégration dans les paysages. Donc ça, c'est un deuxième pendant dont j'ai l'impression que personne ne se préoccupe des masses parce qu'en Bretagne, on part du principe que finalement, c'est déjà très hétérogène et finalement ça peut être encore plus hétérogène, ça choque personne en matière d'architecture. Donc ça m'étonne un peu qu'on parle aussi peu de qualité quand on parle de paysage et de co-visibilité. Alors moi je veux bien répondre sur la première partie de votre question. Détricotage, j'ai pas la sensation qu'il y ait un détricotage des lois d'urbanisme. Pardon, on n'a pas la même vision de la chose. La loi littorale, elle a été attaquée, contestée par des maires depuis 40 ans. Elle n'a pas bougé. Alors, je ne veux pas enjoliver en disant qu'elle a été parfaitement appliquée, mais en tout cas, c'est un texte fondateur en matière de protection des paysages sur les littoraux qui tient bon.
Et toutes les lois d'urbanisme et les lois d'aménagement parues depuis 1967, depuis la loi d'orientation foncière, toutes les lois successives ne sont venues que renforcer la protection, la limitation de la consommation d'espace. Qu'elles y arrivent pas. Non, ZAN n'a pas pris de coup. Les sénateurs ont souhaité appauvrir la loi ZAN en faisant une proposition de loi qui s'appelle Trace. Cette loi, elle a été adoptée par le Sénat. Elle n'est pas passée encore en première lecture à l'Assemblée nationale. Le gouvernement n'a pas décidé de la mettre à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Pour l'instant, la loi ZAN, la loi climat et résilience, puisque c'est son nom, elle tient bon. La loi Trace, aujourd'hui, ça n'existe pas. Donc, elle n'est pas détricotée. Est-ce que les SCOT doivent être revus ? C'est un peu l'histoire permanente des documents de planification d'être revus. Ils doivent respirer pour s'adapter à des nouvelles situations, à des changements sociologiques, à des changements des évolutions des territoires, de leur dynamique. Donc oui, ils ont à être révisés ou modifiés régulièrement. C'est le cas. C'est le cas aussi des plans locaux d'urbanisme. En tout cas, moi, de détricotage de la loi, je n'en ai pas vu. Je ne l'ai pas ressenti comme ça. Non. Après, sur les questions de paysage, donc, on est doté de commissions des sites, où on essaye de voir les choses. Nous, au niveau en tant que président du parc, nous, on a un plan du parc sur le paysage. Alors voilà, tout le problème du paysage, c'est qu'il y a les paysages emblématiques qu'on essaye de sacraliser. Alors bon, parfois, certains voudraient le sanctuariser. Moi qui est très sensible à la question de biodiversité, la biodiversité c'est nous, c'est aussi l'humain, il n'y a pas que les animaux, il y a nous. Donc comment nous aussi par rapport à ces espaces-là on les traite ou les maltraite, mais c'est un vrai sujet. Il y a un sujet tout à l'heure sur les paysages qui m'a un peu, donc quand on parlait de la consommation, en tout cas de la consommation d'espace, mais c'est quand même un vrai sujet. Moi je suis un peu inquiet sur les littoraux aussi de la disparition de l'élevage, je vous le dis. Parce que nos éleveurs laitiers notamment, c'était beaucoup de prairies, c'était encore des espaces qui étaient encore... pour en parler, mais sur les questions agricoles, c'est quand même important, ces prairies, régulateurs de beaucoup de choses. Si on voit nos élevages disparaître, ça peut être des choix. Mais qu'est-ce qui va prendre la place ? C'est une vraie question. Moi, j'ai beaucoup d'habitants, des nouveaux, qui me disent « Oh, c'est magnifique, vous avez plein d'espaces verts. » Non, ce n'est pas des espaces verts. C'est des espaces agricoles entretenus. Quand vous prenez un chemin, c'est souvent l'agriculteur qui entretient. Moi, je n'ai pas des bardés de petits hommes verts qui entretiennent. Et sur les paysages, moi, je vous encourage, et on a beaucoup de réflexions là-dessus. On fait des travaux avec Lorient Aglo, etc. là-dessus, avec nos étudiants, mais aussi sur le parc, là où on travaille sur les trams, etc., sur ces continuités. C'est des paysages ordinaires que vous fréquentez tous les jours. Et quand vous regardez la Bretagne, quand je dis la Bretagne, elle se mérite quand on prend nos 4 voies. Qu'est-ce qu'on voit souvent ? J'ai rien contre les zones d'activité, mais c'est vrai que c'est pas forcément le meilleur vecteur. Quand on va aller au plus près de la ville-centre, je sais pas, d'une ville magnifique, patrimoniale en Bretagne ou ailleurs, ça se mérite parce que par les entrées de ville, etc., il y a du boulot à faire. Donc j'entends l'effet vitrine, mais quand je dis ça, attention de ne pas focaliser parfois sur l'habitat alors qu'on a des paysages parfois d'une banalité implacable. Maintenant, moi j'aurais plus tendance à dire, même sur les futurs projets urbains, travaillons, mais ça avance là aussi, des choses un peu moins artificialisées, etc., comment ça s'intègre au paysage, on renature les villes. J'adore Cerda qui avait construit Barcelone, qui disait au 19e siècle, vous verrez un jour, on va ruraliser la ville et puis on urbanisera la campagne. Et je pense qu'il n'était pas, vous voyez, si on revient maintenant, c'est un peu l'idée qu'on vit aujourd'hui. Mais c'est vrai que les paysages, c'est un enjeu. 80% des gens qui viennent en Bretagne, je ne dis pas vraiment au niveau touristique, vous disent pourquoi vous venez en Bretagne, ils disent d'abord c'est les paysages. Donc quand je dis ça, voilà, il faut aussi qu'on maintienne quand on dit qualité de vie, c'est aussi nos paysages quand vous allez vous balader un petit peu partout, mais pas que sur le littoral, sur les espaces ruraux, et on voit des choses extraordinaires. Mais c'est vrai que le paysage doit être aussi dans cette approche de l'urbanisme. C'est pas quelque chose qu'on met à côté, on va faire beau, on va mettre 3 arbres, et puis circuler, il n'y a rien à voir. C'est qu'il faut travailler avec ce paysage. Et enfin, on a pris des dimensions. On parlait de zone humide, mais je suis président de la commission locale de l'eau du Sage du Golfe du Morbihan. Nous, au premier mètre carré de zone humide, voilà, c'est la loi sur l'eau. On n'urbanise plus ces zones humides parce qu'elles ont une fonction énorme, inondation, etc. Donc là, ça y est. Moi, je le dis aussi. Il y a 20 ans, on a eu ce sujet-là. Je vous aurais dit peut-être qu'il y avait beaucoup de choses. Je trouve que ça avance quand même dans la tête de beaucoup de mes collègues et je m'en félicite parce qu'ils apprennent. Ils voient aussi peut-être des bêtises qu'on a faites il y a longtemps, mais
je dirais, on est tous responsables, hein, vous tous aussi, parce que la pression, vous l'avez dit aussi, c'est souvent aussi des populations qui veulent leur bien, leur urbanisation. Juste pour réagir sur le problème du bâti, il se trouve que dans les PLU, ces questions du bâti sont traitées. Dans le PLU, c'est ce qu'on appelle le règlement écrit, où sont décrits ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on n'a pas le droit de faire dans les PLU. Et là aussi, par contre, on observe des aberrations. C'est justement, c'était une question d'un permis que j'observais pour une toute autre histoire d'ailleurs, mais j'observe que malgré les précisions du PLU qui spécifient que l'architecture doit être intégrée au paysage breton, etc., c'était une architecture tout à fait moderne avec un toit plat et qui n'avait absolument rien à voir. Voilà. Donc c'est aussi la question des validations des permis de construire. Tout à l'heure, je parlais de la dilution de la responsabilité tout du long de la chaîne des acteurs. Là aussi, sur le bâti, sur la nature des architectures, c'est aussi un enjeu. Oui, bonsoir, merci beaucoup pour la présentation. Moi, j'ai 2 questions en fait. Donc la première, c'est pourquoi les élus, ou au niveau peut-être aussi de l'agglo de Lorient, il n'y a pas quelque chose qui est fait au niveau du bâti existant? Parce qu'il y a des grandes maisons qui coûtent cher, donc qui ne sont pas abordables à des jeunes actifs. Donc je pense que peut-être à travers des bailleurs sociaux ou des bailleurs privés, il y aurait la possibilité peut-être de faire des travaux et de séparer en 2-3 logements ces grandes maisons et proposer du locatif. Et mon autre question, c'est au niveau des habitats légers. Il y a vraiment un enjeu. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes actifs qui seraient très partants de vivre dans ce type de logement. Et la loi littorale, vous allez me confirmer, mais je crois ne le permet pas. Et ça permettrait de ramener des jeunes sans bétonner. Je pense que ça pourrait être une solution. Et il y a vraiment, j'ai l'impression, un peu un acharnement de bloquer ce genre d'habitat. Alors, pour répondre à votre première question, il y a une initiative qui est menée sur Lorient Agglomération. Lorient Agglomération finance un bureau d'études qui s'appelle Ville Vivante et qui offre gratuitement à tous les habitants propriétaires du pays de Lorient l'opportunité de réfléchir à la manière de remettre sur le marché soit une partie du foncier qu'ils occupent en divisant leurs parcelles, soit les accompagner à réaménager une partie de leur patrimoine. Je cède ma maison et sur le reste de foncier qui me reste, je reconstruis une nouvelle maison plus adaptée à mes besoins du jour. Peut-être que dans mon ancien logement qui était très grand, je peux faire une division en 2-3 appartements pour produire du logement supplémentaire, produire du petit logement parce que c'est le besoin le plus prégnant aujourd'hui sur le territoire. Donc il y a des initiatives. Sauf que cette démarche, elle ne peut être que volontaire. On ne peut pas aller frapper à la porte des gens en leur disant écoutez, ma brave dame, parce que c'est souvent le cas, vous êtes toute seule dans une maison de 5 pièces, vos enfants sont partis, votre mari est mort, il serait temps de lâcher l'affaire et de faire autre chose. On ne peut pas faire ça. Encore une fois, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la propriété est un droit inaliénable. Donc, la démarche, elle ne peut être que volontaire. C'est tout l'enjeu de promouvoir l'action de Ville Vivante, de faire connaître cette capacité de conseil. Ville Vivante, ils sont pas rémunérés par les gens qu'ils vont aider. Ils sont rémunérés par l'agglomération pour offrir ce service gratuitement et essayer de dégager des disponibilités nouvelles. Alors sur l'habitat léger, je suis un peu embêté pour vous répondre. Effectivement, c'est un ovni aujourd'hui dans le droit de l'urbanisme. Ça reste une installation donc, qui doit répondre aux mêmes critères que n'importe quelle habitation. Donc sur une commune littorale, d'être en continuité de l'urbanisation. Parce que si on au-delà de l'artificialisation, la dispersion, c'est aussi des mobilités et des risques d'immobilité. Alors, je conçois qu'à 20 ans, 25 ans, 30 ans, ça puisse faire un peu rêver, les tiny house et tout ça. Mettons-nous bien dans la situation de vivre dans une tiny house 12 mois sur 12, dans un petit espace, avec des capacités d'évolution par le principe même de ce qu'est une tiny house, c'est-à-dire qui doit être sur un matériel roulant, donc qui peut pas s'étendre sauf à être multiplié.
Aujourd'hui, on n'a pas la solution juridique pour trouver des emplacements autres que des emplacements classiques de l'habitat, du terrain constructible en continuité des agglomérations et villages existants. Alors juste sur l'habitat léger, je vous encourage à aller sur le réseau. Je suis administrateur de Bruded où on porte ces sujets-là. Et en effet, comme disait Arnaud, aujourd'hui, moi, si je veux le faire dans ma commune, il faut que j'ai un terrain constructible, donc peut-être communal, et que je puisse la possibilité de laisser, voilà, sous forme de location, je ne sais pas, mais la possibilité de ce type d'habitat. Je pense que ça peut être une réponse. Comme disait Arnaud, je ne pense pas une réponse à long terme, parce que j'ai une amie qui a eu sa fille qui a fait de l'habitat léger dans une commune de Loire-Atlantique. Très bien, puis il y a eu un premier enfant, donc sympa. Et puis il y a le deuxième, et tout d'un coup, ça devient un peu petit, mais vous avez raison, ça peut être une réponse aussi, peut-être partielle, mais ça peut être une réponse, et je crois qu'il ne faut pas balayer d'un revers de main. On parlait tout à l'heure de l'habitat, qu'est-ce qu'on peut faire ? À un moment donné, je le redis, c'est une maîtrise aussi publique. Moi, j'ai eu un bâtiment qui était en vente, je voyais plein de promoteurs. J'ai travaillé avec l'établissement public foncier pour essayer de le capter. Après, on va faire du logement, des petits appartements. Si je n'avais pas été volontariste, je laissais partir au marché privé. Mais bon, là, au moins, j'aurais au moins 6 logements de locatifs pour des jeunes. Je m'en félicite. Alors, ça sera au cœur du bourg, donc voilà. Et puis, dernier point, oui, c'est des politiques vraiment volontaristes. Mais sur votre habitat léger, voilà, je pense que là, il faut qu'on avance vraiment parce qu'il y a des réponses. Donc, Bruded, vous allez voir, il y a plein d'expérimentations. Et puis, d'aller voir parfois vos communes en disant, mais pourquoi pas ? Moi, je le vois qu'on le fait pour de l'habitat saisonnier. Moi, j'ai beaucoup parfois de gens pour la conchyliculture qui viennent 3-4 mois. Comment on les loge ? Alors, souvent, c'est des mobilos, mais en plein été ou en hiver, voilà, c'est un peu compliqué. Donc, on peut les en hiver, mais peut-être sur les saisonniers, on peut travailler sur ces formats-là qui sont sur des temps très courts. Mais oui, c'était une dernière chose, c'est l'habitat aussi groupé ou participatif. Je vois aujourd'hui, par exemple, tu parlais des femmes âgées. Moi, j'ai entendu ça, que certaines se disent, au mieux de vivre toute seule dans ma maison, pourquoi on ne se regrouperait pas dans une maison, d'être ensemble dans un espace un peu solidaire, etc. Là aussi, c'est des accompagnements parfois de collectivités. Donc voilà, il faudra qu'on réinvente parfois des modes d'habiter, mais voilà, c'est pas non plus fermé de se dire qu'il n'y a qu'un modèle, parce que vous parliez tout à l'heure d'urbanisation ou d'architecture. Moi, le modèle de ma maison de mes parents, c'était quoi dans les années 70 ? Vous voyez, ces maisons au toit, là, avec la bordure en pierre, parce qu'on ne la faisait pas en pierre. Moi, j'habite la vieille ferme de mes grands-parents. Je peux vous dire, je veux bien revenir au toit de chaume, mais ma grand-mère me disait que c'était invivable. Non, mais voilà, les modèles constructifs, ils évoluent. Et c'est vrai qu'on voit des nouvelles formes. Alors après, c'est un peu compliqué parfois, parce qu'un modèle breton est un peu en train de se remettre en cause, mais l'habitat, notamment avec Bruded, des maisons aujourd'hui avec des matériaux biosourcés, voire en bois, etc., c'est des modèles constructifs qui ne sont pas plus bêtes que des maisons en parpaing d'il y a de plusieurs années. Donc voilà, comment aussi on les intègre dans un paysage, comment on les intègre dans un modèle architectural, là, il y a un vrai sujet. Pour terminer sur l'habitat léger, il y a aussi une dimension, que ce soit léger ou pas léger, finalement, les servitudes sont les mêmes. Les servitudes en termes de réseau, les servitudes en termes de transport, refaire les routes, des choses comme ça. Enfin, toutes ces choses-là, c'est aussi de l'artificialisation. Il n'y a pas que le béton qu'on met pour la fondation de la maison, il y a aussi toutes ces choses-là annexes. Il y a aussi le dimensionnement des stations d'épuration, les dimensionnements, etc., etc., etc. Tout ça aussi, c'est parce qu'il y a maintenant un certain nombre de stations d'épuration qui débordent, l'été principalement, mais voilà. Je vous propose de prendre les 2 dernières questions. Oui, moi je voulais dire que je trouve très intéressant de reprendre la loi littorale de façon, comme vous avez dit, naïve et de l'extérieur, en disant finalement à quoi ça a servi. Et c'est vrai que l'image que vous aviez, c'était que finalement plutôt le littoral au sens les plages, des landes, des choses pas du tout construites. Alors qu'il y a quand même un truc particulier en Bretagne, c'est qu'à part Rennes et Quimper qui n'est pas tout à fait sur le littoral, toutes les villes sont sur le littoral. Et que donc on a aussi une question d'emploi. C'est que c'est bien d'aller en vacances, c'est aussi bien de travailler, et que les emplois, il y a aussi des ports, il y a aussi des trucs qui sont développés autour des villes en Bretagne, et que l'idée que vous aviez un peu de dire, oui, mais pourquoi c'est pas complètement figé ? Mais si c'est complètement figé, on fait des réserves naturelles, et les réserves naturelles, quand on a une armature urbaine en Bretagne qui est sur la côte, il y a quand même un sujet. Et l'autre point que je voulais dire, mais c'est en train de m'échapper, c'est qu'une loi
moi, quand je vois vos cartes, je trouve que ça a vachement marché, hein, parce qu'on a vu la Baule tout à l'heure. Où est-ce qu'il y a une nouvelle urbanisation type la Baule qui s'est développée en Bretagne? On voit des petits points rouges, mais qui sont en continuité. Il n'y a pas eu une urbanisation massive du littoral, et ça a été... ça a été quand même très Burdin. Là, il y a des petits zigouigouis qui dépassent, mais il n'y a rien de dramatique là-dedans. Je trouve que ça a quand même marché, même si c'est très compliqué, même si finalement c'est peut-être pas le même littoral non plus partout en France. Donc il fallait bien que la loi soit un peu floue, sinon on n'aurait pas eu de décentralisation et ça aurait été le ministre de l'aménagement du territoire qui aurait tout réglé de Paris. Donc il fallait laisser du flou. Et je trouve qu'il y a eu 40 ans de prise de tête avec les jurisprudences, mais ça a quand même produit quelque chose. Pour répondre sur votre premier point, effectivement, sur les chiffres entre gagner des habitants, gagner des emplois, gagner des... Il n'y a pas de corrélation avec le taux d'artificialisation des sols. En revanche, ce qu'on a observé, c'est qu'en général, ça marchait. Bétonné, ça marche quand c'est dans périphérie des grands centres urbains. Donc ça rejoint votre première remarque. Concernant la deuxième remarque, moi je reste persuadé qu'une loi doit être précise. Sinon, c'est pas, on peut pas dire, je sais pas, sur les autoroutes, il y en a, on va mettre à 130, d'autres on va mettre à 135. Pour moi, ça marche pas. Il faut que ce soit clair. Plus c'est clair, plus ça marche. Et je suis tout à fait d'accord avec vous sur le côté. Il faut voir aussi le côté positif des choses. On a échappé au pire, quoi. Enfin, alors déjà, la chance que la Bretagne ne soit pas arrivée à la mode trop tôt, parce que sinon on aurait eu la grande motte. Enfin, il y a beaucoup de choses à dire. Mais en tout cas, il y a une femme qui s'occupe de ça. Je pense que tu dois la connaître, non? C'est Anicette Jacopin. Vous la connaissez aussi. Donc voilà, je pense qu'elle elle a du temps pour détricoter les lois, comme vous parliez. Mais c'est une question là, un peu utopique. Est-ce qu'il existe des projets utopiques de construction le long du littoral et dans la mer, autour des îles, etc., au niveau des architectes ou des... On n'a pas... Dubaï, mais pas... Voilà. Bah, Dubaï, ouais. Donc, si on peut faire à Dubaï... Mais peut-être juste pour terminer sur le côté optimiste, la tendance, elle est clairement à la baisse sur les constructions et l'artificialisation. Hein. Donc il n'y a pas de doute là-dessus. Et on s'oriente vers, j'espère, un zéro artificialisation net, c'est-à-dire une gestion un peu concertée où on désartificialise, on réartificialise, parce qu'il faut continuer à construire, évidemment. J'ai une question à propos du SCOT de Lorient, en fait, puisque, Monsieur Le Montagnier, je crois comprendre que vous avez participé au SCOT de Lorient. Oui, et que vous étiez content donc de la réalisation de ce SCOT. Moi, je me pose la question comment on peut arriver à appeler un village, même pas un hameau, Kerpap, de façon à pouvoir avoir une continuité urbaine et continuer justement à bétonner le littoral. Voilà. C'est une analyse qui a été faite localement du fait que Kerpap était compris dans une conurbation qui partait de presque de Kéroc, Lobner, Kerpap, voilà. Et cet ensemble-là, de par sa taille, son importance, était considéré comme une agglomération. Ça a été le PLU de Pleumeur a été attaqué sur cette question en faisant référence au SCOT. Le tribunal administratif a estimé dans un premier temps, alors c'était à l'occasion d'un permis de construire accordé sur la commune de Pleumeur qu'était contestée la notion d'agglomération de cet espace-là. La mairie de Pleumeur a fait appel de cette décision. La cour administrative d'appel a donné raison à l'interprétation portée par le SCOT en la matière sur l'idée que Kerpap n'était pas un ensemble isolé, mais était compris dans une urbanisation qui allait au-delà de Kerpap sur Lobner et sur Kéroc. Moi, comme beaucoup de gens, j'essaye de m'en tenir aussi à la décision du juge administratif. Donc, la majorité des terrains qui sont urbanisés, partout sont des terrains agricoles. Et je vais même aller plus loin en vous disant que la majorité des terrains qui sont urbanisés sont des terrains agricoles de bonne qualité. Pourquoi ? Parce que les installations humaines se sont toujours faites autour des meilleures terres de tous les pays du monde. On s'installe où on peut cultiver. Et donc,
par essence, c'est plutôt des bonnes terres agricoles qui finissent par être les terres urbanisées. Ouais. Je voulais poser peut-être la dernière question, si c'est possible. On était sur la question de trouver une nouvelle solution aussi pour faire cohabiter tous les publics. Et est-ce que vous pouvez me dire si on a de nombreux projets autour de la question du bail réel solidaire, qui est, je pense, un des enjeux qui commence à émerger plutôt dans les zones urbaines, mais je crois qu'on pourrait aussi le développer sur nos petites communes du littoral pour permettre à des jeunes d'éviter la pression foncière et d'avoir à prendre simplement en charge le bâti. Donc voilà. Alors le bail réel solidaire, pour expliquer, par exemple, je prends mes grands-parents, ils étaient sur des baux amphithéotiques, souvent dans des fermes. Ils avaient les murs, mais ils n'avaient pas le terrain. Et donc, c'était un petit peu ça, ils payaient un loyer. Enfin, un petit peu, maintenant, c'est un petit peu ça. La maîtrise du terrain appartient à la puissance publique. Un consortium, parfois de communes, c'est souvent des outils fonciers que se donnent les intercommunalités. On donne un terrain à construire, il paye un loyer, mais globalement, il n'a pas la soulte du terrain. C'est-à-dire que demain, s'il revend sa maison, en plus plafonnée, il peut le revendre à un prix correct. Et l'idée, c'est que quand même derrière, si c'est un jeune, il puisse le revendre à un jeune et que ça ne bascule pas en raison secondaire. Donc là, on est vraiment dans la question de la maîtrise. Donc le bail réel solidaire est mis en place dans un certain nombre d'intercommunalités aujourd'hui. Donc il y a des programmes. C'est aussi un changement de paradigme. Ça semblait tellement évident. Et puis en fait, il y a des jeunes qui se disent, mais attends, donc en fait, je construis sur un terrain qui ne m'appartient pas. Donc c'est vrai que dans la tête, tu parlais de propriété, mais quand on achète un terrain, c'est pour mettre une maison, puis on peut mettre sa clôture. Ça, c'est extraordinaire. Souvent, on met la clôture avant de construire la maison. Ça, c'est génial. Ça montre l'instinct de propriété. Et là, ça pose une vraie question. Alors, nous, on a essayé de mettre aussi dans un projet politique, de mettre par contre des clauses en disant, bah voilà, si vous revendez, vous êtes bloqué, et puis vous nous donnez la soulte du terrain qu'on vous a vendu à 100 €, et vous ne le mettez pas à 500 €. Je dis pas que c'est facile. On essaie tous de trouver des solutions. Mais vous avez raison, c'est que ce bail réel solidaire, il avance. Après, il faut trouver le modèle économique, parce que là, ça veut dire que la charge foncière revient à l'intercommunalité, donc il faut la tenir pendant plusieurs années. Je crois que sur certaines intercos, c'est 30 ans. Ça veut dire que là, l'argent public, elle est investie dans du foncier. Le loyer ne rembourse pas forcément tout de suite. Mais je crois que c'est des vrais choix pour que justement, on puisse avoir, comme je vous le disais, je ne suis pas contre l'instinct de propriété, mais qu'au moins, on ait cette régulation pour que justement, on puisse loger des gens avec... en tout cas des actifs ou des jeunes qui puissent en tout cas répondre aussi, et je le dis, c'est pas pour loger des jeunes, mais c'est pour aussi que derrière, ils répondent aux enjeux économiques qu'il y a sur le territoire. Si la question c'est de dire faut-il arrêter la bétonisation, moi j'avais envie de dire, on aura toujours besoin de construire, mais pour qui, pourquoi faire? C'est tout. Voilà, après, les débats que vous avez eus là sur l'Orient, je les connais pas, je suis sur un autre territoire, mais c'est vrai que c'est des choix après. Qu'est-ce qu'on veut pour le territoire? Qu'est-ce qu'on veut comme économie, qu'est-ce qu'on veut comme type de logement, pour qui, pourquoi, où on laisse faire le marché. Et si on laisse faire le marché, globalement, on peut se dire que beaucoup sont exclus, notamment sur les littoraux. Quand je vous dis ça, c'est un héliotropisme, quoi. C'est quand même extraordinaire de voir, pour ceux qui y habitent, pour ceux qui habitaient sur les littoraux, là, en l'espace de 40 ans, comment on a basculé sur une autre planète. Une autre planète. Moi, je le dis je suis filmé, mais moi, quand j'étais gamin, la commune d'à côté me disait, les gamins qui étaient dans des jolis ports, résidences secondaires, me disaient, t'es un bouseux. J'habitais à 4 km de chez eux, à 4 km de la mer. Aujourd'hui, on est devenu the place to be. Je me dis, mais c'est quand même dingue. Je suis quand même pas, j'ai un âge certain, mais je me dis, c'est incroyable que tout d'un coup, comment le littoral est devenu aussi un lieu de pression, de spéculation, il faut se le dire. Donc ça veut dire qui peut réguler aujourd'hui, si ce n'est, je le dis, souvent le politique, voire peut-être les lois étatiques, mais la loi littorale a eu ses vertus, je suis d'accord avec toi, Gilles. Quand on fait un peu le tour de la France, il y a des endroits où, quand vous allez en Languedoc-Roussillon, je ne veux pas la dénoncer, mais je préfère habiter la Bretagne que le Languedoc-Roussillon, j'assume ce que je vais dire. Mais globalement, là aussi, soyons vigilants aussi pour que on ait des projets qui répondent à ce qu'on disait, qui le baillit souvent, à un contrat social aussi qui prône un vivre ensemble, parce que là, ça va être un sacré enjeu aussi. On n'a pas parlé d'un sujet, c'est la densification qui est en train d'arriver. Ah, il faut densifier. Très bien.
Ben, je peux vous dire que quand on voit les pétitionnaires qui viennent en mairie regarder le permis de densification à côté d'un logement pour faire du logement social ou du logement pour qui ou des retraités, je peux vous dire que c'est surtout le fameux NIMBY. Pas dans mon jardin, je veux bien chez les autres, mais pas chez moi. Et c'est là aussi qu'il y a un vrai sujet et je vous encourage tous à méditer sur la question de l'intérêt général. C'est quoi l'intérêt général aujourd'hui ? Quand on va densifier, ça ne fait pas plaisir de voir le jardin d'à côté. On l'a vu pendant 50 ans, tout d'un coup, avoir 3 maisons en face. Mais il faut savoir aussi que, faut donner aussi peut-être le droit à d'autres d'arriver sur le territoire. Et ça va être ces questions-là de vivre ensemble. Et comme je le redis, et puis vos débats sur tel ou tel projet, c'est quel projet on veut pour un territoire. Point. Et c'est là que l'élection est on dit les élus, mais alors on parlait de participation citoyenne. Tu as parlé d'associations qui sont en effet parfois prises très virulentes, etc. Mais c'est le jeu démocratique, donc. On le disait, normalement il y a des lois pour nous cadrer, pour qu'ils soient respectés ou pas. Mais quand je dis ça, voilà, je le dis quand même. Je pense qu'il n'y a pas peut-être des élus ou des futurs élus dans la salle. Je peux vous dire que c'est un sacré sacerdoce les questions d'urbanisme. Et notamment sur les littoraux, on n'a pas fini d'en parler. Je propose que ce soit le mot de la fin. Merci beaucoup de votre participation. Vous écoutez un podcast de Splan, média d'investigation indépendant en Bretagne.